Je suis une ancienne victime et si vous voulez de cet état, on va dire un état, de cet état de victime, après avoir écrit en fait mes 2 livres, j'ai décidé qu'il fallait que j'en fasse autre chose. Et il m'est venu à l'idée qu'une association, mais qui ne ressemblerait pas vraiment aux autres, c'est-à-dire qui va faire uniquement de la prévention, vous voyez, qui va être là uniquement pour aller en amont. Parce que je ne veux pas faire d'aval. Par contre, j'aiderai toujours les personnes qui ont des problèmes, d'abord parce que je suis une victime, mais aussi pour les aider à avoir des contacts avec des associations qui vont vraiment s'occuper d'elles. Beaucoup d'entre vous, je sais qu'il y en a ici, me disent « Oh oui, mais les associations, il n'y en a pas, ou alors on ne s'occupe pas de nous. » Alors j'ai envie de vous dire, il y a Pascal qui est là, Pascal qui représente l'association, une association comme la mienne en fait, et qui fait beaucoup de choses. Vous voyez, donc il y en a. Je suis un peu déçue qu'il n'y ait qu'un membre d'association. Je n'en ai pas vu d'autres pour le moment. Enfin bon. En tout cas, voilà, vous pouvez aussi prendre contact avec Pascal, dont le nom de famille, je ne vais pas l'écorcher. Cussig. Voilà, que je ne fasse pas d'erreur. Voilà, c'est aussi une association qui peut vous aider. Ne restez surtout pas isolés. Quand on a mal, il ne faut pas se replier sur soi-même. Faites pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai attendu beaucoup trop longtemps pour arriver à me sortir de là. Je voudrais vraiment quelqu'un qui est touché tout de suite, je voudrais qu'il ouvre ses bras et qu'il aille vers d'autres personnes, qu'il ne reste pas seul et qu'il ne reste pas en danger. Ça, c'est valable pour tout le monde. Pour vous qui êtes adulte, comme pour mademoiselle qui est beaucoup plus jeune, là, si vous arrive quelque chose, il faut parler. Vraiment, il faut parler. Ne restez pas isolés, parlez, dites-le, confiez-vous, appelez au secours. Après tout, on a le droit, on est des êtres humains. Déjà, merci à tous d'être venus pour un sujet qui est essentiel parce qu'il concerne tout le monde. Je crois que tout le monde a vécu des violences sexuelles ou connaît quelqu'un qui en a vécu aussi dans son entourage, et peut-être même qu'il y a des gens qui n'en parlent pas autour de vous mais qui souffrent en silence. Et je pense que actuellement des tabous sont en train de se lever. On en parle beaucoup avec l'affaire Matzneff, avec l'affaire Abitbol en ce moment. Toutes ces affaires ont le mérite d'attirer l'attention sur la pédocriminalité, et il demeure un tabou absolu qui est quand même celui de l'inceste et des actes incestueux. Katia de Brinon donc a choisi cet angle qui est le plus difficile pour traiter la pédocriminalité, mais statistiquement le plus répandu. Donc c'est très difficile, je voudrais dire, comme attaché de presse, parce que quand on téléphone aux journalistes, en France, la famille est l'institution préférée des Français, ils y sont très attachés, le père est sacralisé. C'est très très difficile, on nous regarde toujours d'un mauvais œil, c'est un petit peu, voilà, on caricature, on réduit. Regardez la manière dont Christine Angot est perçue dans les médias, dès qu'elle s'exprime, on la fait passer pour une folle hystérique sans chercher à comprendre pourquoi elle est comme ça. Alors, elle a cette agressivité, et Katia donc est le contraire absolu, preuve qu'on peut aussi vivre des horreurs et survivre. Alors j'insiste sur le mot de survivre, parce que Katia a horreur du terme de résilience, elle n'aime pas du tout. Et d'ailleurs son association donc est vraiment fondée sur la prévention, informer, démasquer, déceler, repérer tous les prédateurs. Et voilà, alors c'est la prévention parce qu'il est impossible de guérir. Voilà, ça c'est un peu le credo de l'association SOS Viol Enfance. Ici vous avez Maître Elisabeth Pombiane qui est l'avocate et qui pourra apporter un regard juridique sur le droit, notamment la notion de consentement, parce qu'il y a du chemin à faire, même si grâce à Vanessa Springora, cette notion est en lumière en ce moment. Voilà. Katia de Brinon, je vais commencer par vous présenter un petit peu, vous faire revenir sur votre histoire, qui est très douloureuse. Alors cette histoire, elle commence par une petite fille élevée par ses grands-parents paternels qu'elle adore. Donc une petite fille qui, jusqu'à l'âge de 9 ans, est très heureuse, on peut dire. Oui, alors,
pour vous situer, en fait, moi, mes parents ne me voulaient pas. Ils ne me voulaient pas, pourquoi? Parce que c'est une génération juste après la guerre, vous voyez. Ils se sont mariés en 45, je suis née en 48. Qu'avaient-ils vécu? Ils avaient vécu la guerre. Et donc, ils avaient vécu sans vivre, en fait. Ils étaient passés à côté de leur jeunesse. Et ils ont donc décidé à ce moment-là que, ben oui, ma mère était enceinte, mais ma mère, eh ben, à l'époque, on ne pouvait pas avorter, donc, ou avec des procédés qui étaient... Vous voyez? Donc, ils m'ont gardée, mais ils m'ont gardée sans me vouloir. Si bien que lorsque j'ai eu 3 mois, en fait, ma mère a convaincu mon père, non pas de me mettre dans un orphelinat, mais de m'abandonner joyeusement entre les mains de mes grands-parents, je dis bien paternels, hein, parce que ça a une grosse importance dans mon histoire. Donc mes grands-parents paternels, à partir de ce moment-là, eux rêvaient d'avoir 2 enfants, ils n'avaient eu qu'un fils, mon père, et ils ont été heureux, ils ont eu une fille, la fille de leur rêve. Et là, l'ambiguïté va commencer, vous allez comprendre. J'ai 2 prénoms, j'en ai un qui a été donné par mes parents, qui est Muriel, et vous avez l'autre qui m'a été donné, mais tout de suite par mes grands-parents, puisque j'ai un grand-père d'origine hongroise, qui est Katiana. De Katiana, c'était trop long, c'est devenu Katia. Donc imaginez-vous déjà pour une enfant, vous vivez avec 2 identités. Quand je suis avec ceux qui m'aiment, je suis Katia. Quand je suis avec ceux qui ne m'aiment pas, ben, je suis Muriel. C'est déjà ambigu pour un enfant. Hein. S'il y a des médecins ici, ils vous diront c'est déjà pas normal, ça perturbe l'enfant. Alors à l'école, ben, ça allait bien jusqu'à mes 9 ans, parce que comme c'était mes grands-parents qui m'inscrivaient, ben, j'étais Katia. Oui, mais quand on a pris la décision tous de vivre au Raincy dans une grande maison, parce que mon grand-père paternel était malade, la famille s'est regroupée, ben, moi je me suis retrouvée inscrite à l'école sous nom de Muriel, ce qui fait que je ne répondais pas aux instituteurs, on m'appelait dans la cour, je ne savais pas qui on appelait, enfin j'étais déjà pas bien, vous voyez, c'était déjà un stress pour l'enfant que j'étais. Et à ce moment-là, le pire est arrivé, c'est que mon père, lui, s'occupait beaucoup du sien qui était très malade. Maman, celle que j'appelle maman, quand vous m'entendrez parler de maman, c'est ma grand-mère, hein, c'est pas ma mère biologique. Ça, c'est donc sa grand-mère paternelle. Paternelle, hein, paternelle. Elle s'occupait évidemment de mon grand-père qui allait très très mal, et moi j'étais à l'abandon. Et là a surgi dans ma vie le père de ma mère. Et le père de ma mère, qui était un grand officier de guerre, etc., qui était un notable, professeur de français, tout ce que vous voulez, il était tout. Oui, mais c'était un violeur. Et c'était un violeur, il avait déjà violé une petite fille parce qu'il avait quitté ma grand-mère pour aller vivre avec une autre femme qui avait un enfant. Là, il a violé l'enfant, elle l'a mis dehors. Il est revenu chez ma grand-mère en lui disant « mais j'ai beaucoup d'argent ». Évidemment, l'argent, ça achète beaucoup. Hein. Donc elle l'a repris. Et évidemment, moi, il m'a violée. Et il m'a violée pendant 3 ans pratiquement, hein, de 9 ans jusqu'à 12 ans. Oui, d'ailleurs cette durée est très intéressante parce que quand Katia, après, quelques années plus tard, quand sa mère, donc sa mère biologique, celle qu'elle appelle sa mère, c'est toujours sa mère biologique, et celle qu'elle appelle sa maman, donc c'est sa grand-mère paternelle qui l'a élevée, qu'elle aimait beaucoup. Et donc, quand sa mère l'apprend, à une époque, elle lui dit, de toute façon, ça n'a pas duré très longtemps, juste quelques mois, quelques années. Voilà, donc comme si le fait d'être détruite, d'être tuée dans son humanité, dans sa dignité, dans son être le plus intime, dans tout ce qu'on a de vivant finalement, comme si ce meurtre, cet assassinat de l'intime, cette déstructuration de la personnalité, parce qu'elle a été totalement démolie, comme si le fait que ça n'ait duré que quelques mois, ou en l'occurrence ça a duré quelques années, c'était pas si grave. Voilà. En fait, ça fait penser à la grande phrase de Barbarin, là, grâce à Dieu, les faits sont prescrits. Voilà. Donc, oui, non, je crois que Barbarin avait dit, de toute façon, il rebondira. Enfin, un oiseau à qui on coupe les ailes, quand même, il a du mal à voler après. Mais on peut survivre, donc on peut survivre, et d'ailleurs elle a réussi à se construire, et même à aimer un homme qui est engagé avec elle dans l'association, qui est très présent surtout dans le 2e livre. Voilà, donc Katia de Brinon. Donc, vous avez été violée par votre grand-père maternel, que vous appelez Pépé Henri dans le livre. Et voilà, et tout ça, ça s'est fait dans le secret, qui est évidemment un des signes
de l'inceste. De toute façon, c'est toujours le secret. Et en fait, tout ça a été très pervers parce que Katia a été élevée en aimant seulement ses grands-parents paternels. Et son grand-père, qu'elle appelle le monstre, le Pépé Henri, lui disait qu'il allait tuer ses grands-parents paternels si jamais elle parlait. Donc voilà, parce qu'il lui aurait dit qu'il allait la tuer, elle s'en fichait. Mais tuer ce qu'elle aimait, c'était très dur. Donc tout ça, c'est ficeler le silence, c'est museler l'autre, c'est faire peur par le chantage. Et alors, à partir du moment où on commençait à accepter un dérapage, ça va de plus en plus loin, donc parce qu'au début, il caressait les seins, des choses comme ça, et puis ça va très très loin, et alors ça va très très loin dans le sordide, les événements vont crescendo. En fait, à un moment, il y a un engrenage de l'horreur diabolique, c'est complètement exponentiel d'ailleurs, et on ne sait pas comment ça va s'arrêter. Puisque donc le Pépé Henri fait d'elle une femme, il l'appelle sa petite maîtresse, et puis ça va devenir encore plus glauque quand il va finir par la prostituer auprès de ses amis. Et donc Katia, peut-être pouvez-vous revenir sur ces événements? Oui, alors, oui, comme dit tout à fait justement Guylaine, c'est vrai que, je dirais pas, si ça n'était resté que là, c'est vrai, on a tendance à se dire, mais si ça était resté que là, si à 12 ans j'avais été sauvée, mais si j'avais pas connu autre chose, est-ce que ça aurait été moins difficile à vivre? Sincèrement, j'ai pas de réponse à cette question. Moi, je vais vous dire ce que je pense moi. Je pense que ça aurait été peut-être beaucoup plus simple. Parce que ça, le viol, l'inceste que j'ai subi, j'ai réussi à en parler à mon mari, à mon entourage. Mais alors, la prostitution infantile, je n'ai réussi pour la première fois à en parler que lorsqu'on l'a mis sur papier quand j'ai écrit. Et là, d'un seul coup, vous savez, c'est comme si j'avais ouvert les robinets d'une baignoire. Tout s'est mis à couler. Et mon mari m'a regardé en me disant, mais tu as été prostituée. J'ai dit, bah oui. Le problème, c'est que voilà, oui, j'étais prostituée. J'étais prostituée de 9 ans à 12 ans. Il m'emmenait dans un espèce d'hôtel crasseux de la banlieue. Et là, mes souvenirs d'enfant, si vous voulez, sont bloqués sur quelque chose, sur le fait que j'arrive pour la première fois dans cet hôtel et que je vois passer à la réception une enveloppe, vous savez, bien épaisse, que l'on donne à la personne de la réception, en échange de quoi on remet des serviettes de toilette au grand-père. Et moi, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on donne des serviettes de toilette au grand-père? Moi, j'étais déjà là à l'hôtel, dans des très bons hôtels, mais les serviettes de toilette, elles étaient dans les salles de bain, vous voyez, pas à la réception. Donc déjà là, allez savoir pourquoi je me sens pas bien. Et je commence à pas me sentir bien. Puis après, je revois la chambre. Et c'était toujours la même. Je ne sais pas pourquoi, mais on avait toujours celle-là. Et elle ouvrait, en ouvrant, vous voyez, je voyais un grand lit, pas meublé, mais par contre, ça ouvrait sur une salle de bain. Et dans cette salle de bain, j'apercevais quoi? Une douche. Et cette douche est vraiment gravée dans ma mémoire. Je ne peux pas l'effacer. Pour une raison simple, c'est que quand ses bons amis arrivaient et s'occupaient de moi, vous voyez, ça pouvait durer 2-3 heures. Ils étaet quelquefois 2, quelquefois 4, quelquefois 5 ou 6, ça dépendait. Moi, j'avais qu'une idée en tête après, c'était de pouvoir aller me doucher. Ah oui, mais ça, j'avais pas le droit, il fallait pas. Je devais me rhabiller et repartir comme ça. Parce que je devais garder leur odeur. Alors imaginez-vous, quand vous rentrez chez vous, que cette odeur, moi je la sentais, j'avais qu'une idée, c'était de foncer dans la salle de bain, de m'enfermer à clé et de me laver pendant des heures. En fait, un geste instinctif de toute personne qui a été violée. Hein. C'est bien pour ça qu'on dit attention, attention, si on vous a fait quelque chose, ne partez pas comme ça, voilà, allez tout de suite porter plainte. Bon, ça, c'est la première partie de ma vie. Je dirais c'était traumatique. C'était traumatique parce que, si vous voulez, moi j'avais toujours été une très bonne élève en cours tant que je vivais avec mes grands-parents. Je travaillais vraiment très bien, j'étais en avance, j'avais pratiquement 2 ans d'avance scolaire. Et puis d'un seul coup, bah ça s'effondre. Et je deviens la mauvaise élève, qui fiche plus rien, qui ouvre pas un cahier, qui ne peut pas se concentrer, qui s'endort sur sa table. Enfin, vous voyez, tout ce qu'un enfant traumatisé peut renvoyer comme image. Moi, je dis toujours aux gens, si vous voyez vos enfants changer d'attitude, il y a quelque chose qui se passe. Moi, ce quelque chose, c'était ça. Donc, je m'endormais sur la table, je ne travaillais plus. Arrive la 6e. Ben là, la 6e, c'est la classe, on va dire, la plus difficile. Et dans cette classe la plus difficile, moi, j'arrive pas à m'en sortir. Parce qu'évidemment,
les professeurs, ils ne comprennent pas comment je suis, ce que je veux, et voilà, je suis perdue. Et évidemment, on va me retirer de cette classe de 6e et on va me mettre à ce moment-là dans une classe. Peut-être certains d'entre vous auront entendu parler de ce genre de classe, ça s'appelait les fins d'études. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Moi, c'est ce que j'appelle la classe à déchets, vous voyez, de tous les élèves qui ne suivent pas, que l'on met là, en leur mettant dans la tête, de toute façon, on va vous enseigner la couture, etc. Vous voyez, entretenir une maison, puisque vous allez vous marier. Je ne sais pas si vous imaginez quel bel avenir, c'était pas du tout le mien. Donc il n'était pas question de ça. Je tombe sur une institutrice fantastique qui me dit, toi, tu n'es pas comme les autres, tu arrives à avoir 10 sans ouvrir un livre, il y a un truc qui ne va pas. Et le truc qui n'allait pas, c'est qu'en fait, ben oui, j'avais des acquis, mais que j'avais enfouis en moi et qui d'un seul coup se sont ressortis. Donc elle s'est mise à me faire travailler. Et j'ai guéri quelque part ma souffrance, alors pas toute ma souffrance, hein, ça serait trop beau, mais une partie de ma souffrance par l'étude. Et là, alors les études, je peux vous dire, je me suis noyée dedans, puisque j'ai travaillé aussi bien, j'ai fait la fac de droit, je suis allée jusqu'à être avocate. Au moment d'être avocate, je me suis dit, oula, je suis stagiaire, mais on me demande de m'occuper de dossiers qui ne me plaisent pas. Donc, non, c'est pas des gentils. Moi, je veux défendre que les gentils. Donc, je suis pas mûre, en fait, il faut être honnête, j'étais pas mûre. Donc, je m'en vais de cela. J'avais fait aussi des études de psychologie, parce que je m'étais dit, en allant dans une fac de psychologie, eh ben, on va m'apprendre à me soigner, à aller mieux, à me sentir mieux. C'est pas ce qui s'est passé. Et je vais être franche avec vous, j'aime pas les psychologues. Je suis pas gentille, hein, mais je les aime pas. Pourquoi je les aime pas? Parce que c'était superficiel et que je souffrais de quelque chose de bien plus grave et qui passait à côté de ma souffrance. Donc je fuis. Et puis j'avais quand même en tête, et ça depuis toujours, mon rêve à moi, c'était d'être journaliste. J'aime ce métier par-dessus tout. Pourquoi je l'aime? Parce que c'est un métier d'aventure et de liberté. Alors vous savez, quand on vous a pris tout votre avenir, toute votre liberté, tout votre bonheur, toute votre enfance et toute votre adolescence, parce que j'avais jamais le droit de sortir, mon père avait peur que quelqu'un d'autre me touche, donc vous voyez, l'adolescence que j'ai pu avoir, eh bien écoutez, être journaliste, c'est fantastique. Et là, j'ai réalisé mon rêve. Je suis devenue d'abord journaliste, j'ai travaillé un petit peu à l'ERTF, après j'ai travaillé un petit peu au niveau des radios, et puis après, je suis partie dans la presse écrite. Et là, dans la presse écrite, je me suis vraiment réalisée, puisque j'étais rédactrice en chef de 2 gros supports. Donc vous voyez, je m'en suis sortie. C'est pour vous dire, on peut s'en sortir. Vraiment, on peut. Et pour rebondir sur ce que disait Guylaine à l'instant, en fait, ce qui m'a totalement sauvée, c'est de rencontrer mon mari. Parce que là, moi, il me fallait de la stabilité. Et je n'avais de rapport avec les hommes que de mauvais rapports. Je tombais sur la personne qu'il ne fallait surtout pas fréquenter. C'est-à-dire une personne instable, vous voyez, qui n'allait pas savoir, d'abord me comprendre, parce que j'étais compliquée. Donc c'était très, très bizarre. Ça ne fonctionnait pas. Et un jour, j'ai eu une première relation avec un conjoint avec qui j'ai eu un enfant. Malheureusement, ça ne s'est pas fait dans de bonnes conditions. C'est à la suite d'un viol, parce qu'il touchait à l'alcool. Enfin, vous voyez, j'ai quand même gardé le bébé. Donc pendant 3 ans, je l'ai élevé toute seule. Et puis je me suis dit, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Pourquoi? Parce que cet enfant a besoin d'un père. Et moi, je ne savais pas choisir de père. Alors quand on ne sait pas choisir de père, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait les petites annonces. Et j'ai fait les petites annonces. Et je suis tombée sur une annonce qu'avait mis mon futur mari, et où lui était dans la fin d'une histoire pas très drôle, et où il recherchait en fait une femme avec qui il pouvait élever ses 2 enfants, plus le mien, donc ça en faisait 3. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, parce que c'est vrai que nous n'avons pas commencé une vie comme les autres. On a commencé une vie de famille nombreuse, puisqu'après nous avons eu une petite fille, ce qui fait qu'on avait 4 enfants. Et d'ailleurs, mais on va peut-être revenir un petit peu en arrière, parce que là on a avancé très vite dans votre vie, Katia, mais on va revenir sur le moment où vous osez commencer à parler de ce qui vous arrive. Alors vous en parlez à votre père. Non, c'était d'abord, oui, c'était à votre maman d'abord. Donc la maman, donc c'était la bonne grand-mère. Et alors celle-là la croix et tout, mais ça va être catastrophique quand Katia va briser la loi du silence vis-à-vis de ses parents, puisque son père est assez bienveillant avec elle, mais ensuite sa mère va être tellement furieuse et tellement dans le déni
pour protéger l'image du grand-père héros de la guerre. Parce qu'il faut savoir que dans les cas d'inceste, c'est toujours des notables, c'est toujours des gens qui sont socialement estimables en principe. Et c'est cette domination sociale qui est la clé du ressort du pouvoir, de la domination, de l'annihilation de l'autre. Hein. C'est vraiment la domination sociale. Moi, je pense à ça notamment. J'aime beaucoup Christine Angot. Et dans son livre Une semaine de vacances, on voit très bien le mécanisme de l'inceste, comment ça survient, puisqu'elle a 14 ans quand elle découvre son père pour la première fois. Et elle a été élevée par une mère qui est une petite secrétaire assez inculte, qui essaie de gagner sa vie chichement et qui rame beaucoup, avec beaucoup d'amour. Mais c'est un milieu très simple, très modeste, sans culture. Et d'un seul coup, elle découvre son père qui parle 9 langues, qui est polyglotte, qui lit le monde tous les jours, qui voyage beaucoup, qui ne fréquente que des grandes tables. Tout cela est absolument écrasant pour une enfant. Et on n'a pas le choix. On est tout à fait submergé, écrasé par cet écart social, cette domination sociale. Et là, il s'agit donc d'un notable, d'un héros de la guerre et tout ça. Et donc, il impressionne tellement par tout ce qu'il a fait et tellement par tout ce qu'il a rendu socialement estimable, qu'il en a fait quelqu'un d'honoré, d'estimé, que du coup, la mère de Katia ne va jamais pouvoir croire à ça et au risque de briser sa fille. On va revenir sur ce déni, peut-être. Oui, alors c'est vrai que là, d'un seul coup, bon, l'argent commence à couler dans la maison, mais enfin, je ne suis pas d'une famille pauvre non plus. Donc moi, je ne veux pas dire que c'est ça qui a fait la différence. La différence, elle s'est faite entre le moment où je suis allée chez le médecin, amenée par mon père, où on constate en effet les viols divers que j'ai subis, parce que ça se voit, évidemment, sur le corps d'une enfant, que le médecin fait un grand rapport, et qu'à partir de ce moment-là, nous rentrons à la maison, et mon père dit la vérité à ma mère. Et là, on entre dans un déni total. Ça a été un rejet épouvantable. D'abord, elle ne m'aimait pas, donc elle me rejette encore plus. Et à ce moment-là, elle dit, de toute façon, si tu veux aller porter plainte, eh bien, mets-toi bien dans la tête, c'est terminé, je m'en vais avec ton fils, parce que j'avais un petit frère. À partir de ce moment-là, eh ben, j'ai pesé 0. C'est le cas de le dire, mon père a dit non. Et puisque c'est comme ça, moi, je me retire de l'histoire. Bon, bah, tu feras comme tu pourras. Alors, mais quand même, on a éloigné le grand-père. Hein, soyons honnêtes, mon père ne l'a pas laissé continuer à venir à la maison. Mais il n'empêche que pour moi, c'était quelque chose de terrible. Parce que non seulement j'avais l'impression qu'on ne me croyait pas, mais c'était pire. J'avais l'impression qu'on n'allait pas me défendre. Et vous voyez, après, il faut se sortir de ça. Il faut arriver à se dire, ben non, la vie continue, on va la vivre autrement, on va se battre. Mais j'avais 12 ans quand c'est arrivé. Je ne sais pas si vous imaginez, je ne les avais même pas encore, hein, j'avais 11 ans 3/4. Vous êtes une petite chose, une petite bonne femme. Et on n'est pas à l'époque d'aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui sont bien plus avertis de tout que nous. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, il y a des personnes comme moi dans cette salle qui peuvent dire, qu'est-ce qu'on nous disait à l'époque ? Est-ce qu'on nous parlait de la sexualité ? Jamais de la vie. On ne nous en parlait pas. Et même si vous tentiez d'en savoir un petit peu, vous étiez mal considéré. Il ne fallait surtout pas y aller sur ce terrain-là. Donc on ne sait rien. Est-ce que l'on savait même des rapports, ce qu'il pouvait y avoir de rapports entre nos parents ou nos grands-parents ? Très sincèrement, on ne savait pas. Moi je sais que j'étais, avant que cela m'arrive, sincèrement, je croyais encore qu'on naissait dans les fleurs, dans les roses et dans les choux. Hein. Mais je ne savais rien. Alors imaginez-vous quand on vous fait vivre cette vie-là alors que vous êtes une toute petite fille et que vous êtes abandonnée. Alors évidemment, après, moi c'est ce que je dis, le problème médical est en cause. Parce qu'après quand même, je suis détraquée dans tous les sens. Je passe de la boulimie à l'anorexie. La boulimie plus souvent d'ailleurs que l'anorexie, mais la boulimie m'amène à quoi ? Au harcèlement scolaire. Parce que toutes les copines se moquent de moi. Je suis incapable de monter à une corde, vous voyez, je suis trop lourde, je n'y arrive pas. Je ne peux pas sauter, parce que si je saute, ben, je suis trop lourde aussi. Donc si vous voulez, en gros, vous n'êtes personne, vous êtes harcelé. Mes copines me frappaient, elles me rejetaient. J'étais malheureuse. Et ça, ce malheur-là, c'est quelque chose que vous traînez après dans votre vie. Pour trouver une place dans la société lorsque vous êtes totalement démoli, vous n'y arrivez pas au démarrage. Alors vous êtes vulnérable, vous rencontrez des gens qui sont bien dans leur peau, qui vous regardent de travers, et vous vous demandez pourquoi. Et il vous arrive tout ce qui peut arriver. Je me suis même retrouvée
aujourd'hui on peut parler de ça ouvertement. Moi j'ai dû faire une IVG. Parce que j'ai eu une relation qui avait mal tourné, mais j'étais trop jeune pour pouvoir garder cet enfant. Je décide donc une IVG. Oui, mais cette IVG, à l'époque, c'était juste, vous savez, au moment de la loi Simone Veil. Une obstétricienne de l'ANI, dans un hôpital, qui a pratiqué cette intervention de grossesse. Mais dans des conditions, je vous dis même pas, traumatisantes, c'est l'horreur. Elle m'a fait ça à vif. Elle a eu le toupet de me dire, parce que j'étais presque limite, vous savez, sur les 3 mois, tellement j'ai eu du mal à trouver. Elle a eu le toupet de me dire que j'avais tué un petit garçon. Et là, c'est certainement un des moments les plus compliqués de mon existence. Peut-être même plus que le pépé Henri, si je suis logique avec moi-même. Parce que là, on m'a rendu meurtrière d'un petit garçon. Et ce petit garçon, je l'ai appelé Alexandre. Je lui ai donné un nom. Pour moi, cet enfant a vécu. Et je le porte toujours quelque part. Ça a été très compliqué. Je vous assure, à un point qu'on n'a pas idée. Je voudrais qu'on revienne sur les conséquences, sur les séquelles de cet inceste, de ces viols sur une toute petite fille. Donc, j'imagine qu'il y a évidemment la culpabilité, il n'y a plus aucune confiance dans l'adulte, plus aucune confiance dans les autres, parce qu'on vous a trahi. Et puis, c'était l'adulte qui représentait l'autorité, qui représentait en plus un héros de la guerre, tout ça. Donc, c'est terrible. Vous êtes en permanence hanté par les cauchemars, voilà. Il y a la honte aussi. Il y a honte et culpabilité, sont souvent les deux grands ressorts du fonctionnement des pervers. On vous fait honte, on vous culpabilise. Quelque part, je pense qu'à certains moments, vous vous êtes demandé si vous ne l'aviez pas allumé, le pépé Henri. Ah, oui, voilà. Oui, tout à fait. Bien sûr, je me le demande encore. À dire vrai, quand je perds un peu la tête, que ça va pas très bien, je me dis c'est de ma faute. Parce que chez moi, la chose qui revient tout le temps, mon mari pourrait vous le dire, c'est tout ce qui se passe, c'est de ma faute. C'est pas compliqué. Il y a un accident dans la rue, je vais vous dire, j'ai peut-être fait quelque chose, c'est de ma faute. Parce qu'il y a une espèce d'instinct qui vous met toujours et vous avez l'impression d'être coupable. Coupable de tout. Coupable d'exister déjà, et puis après, coupable de ne pas avoir fait les choses assez bien, de ne pas avoir rendu les autres assez heureux. En fait, je me sens coupable en permanence. Coupable de tout. Si j'échoue à quelque chose, je suis coupable. Je ne vais pas me dire, mais c'est peut-être parce que la personne qui travaille avec toi n'a pas fait son boulot. Non, non, c'est de ma faute. Tout était de ma faute. Cette notion de culpabilité, vous la traînez toute votre vie. Même encore maintenant, ça m'arrive. Hein. Sauf que j'ai un mari pour me rappeler tout de suite alors, en me disant, mais ça va pas bien là. Hein. T'es la faute de quoi là? De rien du tout. Mais heureusement que j'ai rencontré un homme comme mon mari, qui a su me donner confiance en moi et qui a su me ramener sur terre. Parce que vous savez, entre nous, le nombre de tentatives de suicide que j'ai faites, c'est fou. Comment je peux même être encore vivante? C'est à se demander. Mais j'ai tout essayé. Hein. Je prenais des surdoses de médicaments. Manque de chance, ça ne marchait pas. Je prenais de l'alcool avec. Et ben, comme je n'aime pas l'alcool, ça me faisait mourir. Donc en fait, ça ne marchait jamais. Mais je voulais la mort. J'ai même essayé de me faire écraser. Vous voyez, il n'y a pas une chose que je n'ai pas essayé. Et ça n'a pas marché. C'est comme ça, c'est que je devais vivre. Aujourd'hui, je me dis, j'avais peut-être une raison plutôt d'être là ce soir, de vous parler, d'essayer de vous dire, il faut faire quelque chose pour les enfants en danger. Parce qu'en fait, c'est ça mon message, c'est que mon histoire à moi, elle est derrière moi. Hein, on ne la reconstruira pas, vous savez. J'ai 71 ans, on ne va pas m'ordonner 20 de moins. Mais par contre, ce que je sais, c'est que je veux passer le relais à des gens qui suivront l'action que je mène aujourd'hui. Je n'ai pas fait ça pour rien. Je ne le fais pas pour m'amuser à embêter mon mari dans les réunions, dans les réunions de presse, dans les débats, etc. Vous voyez, pour moi, ça doit servir à quelque chose. À la télévision passait une personne dont vous avez peut-être tous entendu parler, qui s'appelait le docteur Torgman. Alors, le docteur Torgman, c'était donc... D'abord, c'est un généraliste qui est devenu gynécologue, qui est devenu pédiatre et qui est devenu sexologue. On le voyait, vous ne pouviez pas allumer une télévision ou une radio sans entendre parler de Torgman, du fait qu'il ramenait toutes ces femmes au bonheur, etc. À tel point que j'en parle avec mon mari, je lui dis, mais qu'est-ce que tu en penses et si j'allais le consulter? Il me dit, bah écoute, pourquoi pas, après tout, si tu veux, s'il peut t'aider, oui, ça serait super. On y va. Première consultation, je vous dis franchement, je reverrai toute ma vie, mon mari aussi, une salle de consultation, mais abominable, sale, mal entretenue, avec des gens, vous savez, des femmes
effondrée sur des chaises, le visage à l'envers, triste, en larmes pour beaucoup. Bon, déjà, ça vous met dans un drôle d'état. Première consultation avec lui, il est sale cet homme, il est sale, il a des pellicules partout, enfin je ne sais pas comment vous expliquer, de la répulsion, vous voyez, un sentiment de rejet. Donc j'ai ce sentiment de rejet. Bon, on sort de là, mon mari me dit, mais écoute, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je voudrais bien quand même que tu le revoies, il faut que tu arrives à parler avec lui. J'arrive pas à parler avec lui. Hein. Bon, on y retourne une deuxième fois, figurez-vous que cette deuxième fois, je l'avais oublié. C'est mon mari qui l'a retrouvé dans un carnet, en fait, on est allé 3 fois. Moi, je croyais que c'était que 2. Donc là, il ne se passait rien encore, mon mari est avec moi, donc si vous voulez, quand mon mari est là, moi, je suis protégée, j'ai pas peur. Oui, mais la 3e consultation, elle ne se passe pas comme ça. Au moment où on nous appelle, on se lève tous les deux pour se rendre à son cabinet et il met un bras en travers du chemin de mon mari. Il lui fait signe de retourner dans la salle de consultation parce qu'il voulait me voir toute seule. Et là, vous voyez, la petite fille est de retour, au grand galop. C'est pas normal. Je ne comprends pas pourquoi mon mari ne peut pas être là. Je rentre donc dans le cabinet avec lui et à partir de ce moment-là, il commence à avoir des paroles bizarres. Et ces paroles, c'était il faut que vous compreniez, pour apprendre à avoir du plaisir sexuel, eh bien, il faut que je vous montre comment on fait. Voilà. Il me montre comment on fait. Je dis, ah oui, ça veut dire quoi ça? Il va me montrer comment on fait. Et là, il commence à venir vers moi. Et vous savez, il m'attrape. Alors oui, d'abord, il m'avait fait retirer mon manteau et poser mon sac. Il m'attrape à bras le corps. Et commence à s'exciter comme un fou. Et il se frotte. Et je ne vous dis pas la panique. Là, c'est carrément fuyons au secours, quoi. J'ai attrapé au vol ma veste, mon sac. Je l'ai repoussé. D'abord, je lui ai mis une claque. Je l'ai repoussé violemment sur son bureau. Il s'est cassé la figure. Et j'ai fui. Mon mari a vu passer une furie. Il s'est demandé ce qui se passait. Je me suis effondrée après. Je me rappelle encore. C'était le hall d'un immeuble. Je suis rentrée là. Je pleurais. Je tremblais. Mon mari est arrivé, je lui ai raconté. Et là, il n'en venait pas, parce qu'il ne lui plaisait pas non plus, ce docteur Torgman. Mais quand même, de là à imaginer une chose pareille, vous vous rendez compte, un médecin. Le médecin, c'est le référent, c'est la personne vers qui on va en toute confiance. Un peu comme un grand-père, hein, vous me direz. On va vers un grand-père parce qu'on ne doit pas avoir peur de son grand-père. Et bien c'est pareil avec le médecin. Et vous savez, j'ai découvert des années après qu'il y avait eu des plaintes. Et après, j'ai découvert tout ce qu'il avait fait. Et je m'en... Alors, d'ailleurs, je recommence. Je me dis, mais c'est quand même de ma faute. Je m'en veux. Si j'avais parlé à ce moment-là, j'aurais peut-être épargné des victimes. Mais j'étais incapable d'aller porter plainte. Je pensais qu'on n'allait pas me croire. Donc, je n'ai pas réussi. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est un traumatisme. Parce que cette sexualité-là, je ne l'ai jamais gérée. Je vous le dis honnêtement. Pour moi, la sexualité ne m'intéresse pas. Ce n'est pas... Je ne peux pas. Mon corps est mort à 9 ans. On me l'a tué, en fait. On me l'a tué parce que vous savez très bien comment réagir un corps, ça commence par le cerveau. Ben moi, je ne peux pas. Et ça, je traînerai ça jusqu'au bout de ma vie. Heureusement qu'il y a d'autres manières de s'aimer, parce que ça serait vraiment une catastrophe. Et je n'aurais pas pu construire ma vie. Heureusement que j'ai un mari qui a compris et a admis ça, parce que ça aussi, c'est compliqué. Mais il est vrai aussi que je ne lui ai jamais menti, je lui ai toujours dit ce qu'il en était pour moi. Vous voyez, je n'ai pas joué la comédie, ce qu'on voit dans certains films. Vous voyez, non, ça non, je lui ai toujours dit. Donc il sait. Mais voilà un dommage pour la santé, parce que c'en est un. Ça bousille tout un équilibre de la femme et de son compagnon. Il faut quand même être honnête, il en souffre aussi. Dans le domaine médical, il y a quand même l'histoire du chirurgien pédophile de Jonzac, qui est quand même spécialement pervers, puisque je crois qu'il a fait 290 victimes ou quelque chose comme ça, ou plus, ou 300, enfin, truc terrible. Et je crois que là aussi, il y a une très grosse omerta, parce qu'on ne sait jamais si les gestes sont justifiés par la médecine ou pas. Les médecins ont tendance à se cacher là-dessus. Hein. Quand Katia parlait de Torgman, moi j'ai un souvenir, il y a 5 ou 6 ans de ça, d'un dermato à Périgueux avec qui j'allais montrer un grain de beauté, qui a commencé à se frotter contre moi. Je veux dire, et que tout ça, on ne sait pas tellement si c'est un geste médical ou pas. C'est très bizarre, il y a une autorité. Ma fille est psychologue clinicienne. Et vous savez qu'on parle beaucoup en ce moment de ces transmissions génétiques, etc. Et donc ma fille a carrément écrit ça. C'est qu'elle voulait que cesse la transmission des mauvais gènes me concernant à sa génération et que ça ne puisse pas être porté sur ses enfants, parce qu'elle a 2 enfants. Et à partir de ce moment-là, ben voilà, moi je ne connaîtrai jamais mes petits-enfants parce que je suis contagieuse, c'est à croire. C'est comme ça que je le ressens.
Je me sens contagieuse, je me sens atteinte, je me sens blessée, oui, parce que j'ai pas pu être une mère parfaite. Moi, j'arrête pas de le dire, c'est impossible, impossible. Comment voulez-vous, quand vous avez vos séquelles, que vous souffrez, que vous partez en amnésie, et que d'un seul coup, vous avez 8 ans, parce que moi, j'ai des amnésies qui me protègent. C'est-à-dire que quand mon cerveau n'en peut plus, vous voyez, j'ai jamais eu d'amnésie post-traumatique, je sais pas ce que c'est. Je me suis toujours rappelé de tout ce qui m'était arrivé dans mon enfance. Mais lorsqu'il arrive quelque chose de trop, on va dire, et ça depuis toujours, ça m'est encore arrivé il y a une semaine. Hein. Donc voilà, le problème, c'est qu'à ce moment-là, mon cerveau fait comme une sorte de blocage, de sensation, me renvoie à un âge où je suis très heureuse. En général, c'est 8 ans. Ou alors, c'était l'autre jour, je ne sais plus, j'avais 30 ans, on allait faire je ne sais pas quoi, je ne sais plus. Enfin, j'étais heureuse. En tout cas, c'est un âge où je suis heureuse. Oui, mais vous imaginez les enfants qui ne sont pas aptes à comprendre ça, et qui voient d'un seul coup leur mère parler avec la voix d'une fillette de 8 ans. C'est traumatique. Moi, j'en suis consciente, j'ai traumatisé mes enfants. Et ça, c'est quelque chose que je ne me pardonne pas. Voilà encore une chose dont je me rends responsable. Même si, comme me dit mon mari, mais c'est pas de ta faute, tu le faisais pas exprès, tu dysfonctionnes par moment. Oui, mais ça, vous savez, c'est difficile à admettre. On voudrait que nos enfants soient heureux, que j'aurais voulu pouvoir tout leur donner, mais en fait, qu'est-ce que j'aurais donné? J'aurais donné une mère cabossée. Alors évidemment, une mère cabossée, ça le fait pas, quoi. Et voilà, ça c'est une souffrance. C'est la pire de mes souffrances, c'est mes enfants. La perte de mes enfants, ça, c'est la chose la plus cruelle. Et encore pas tous, puisque j'ai un fils qui est là, quand même, ce soir. Il est courageux. Il est courageux parce que c'est le seul de la fratrie, et pour lui, ça ne le met pas dans une position facile, et ça, je le conçois. Et d'ailleurs, je le remercie d'être là, parce que c'est sympa. Voilà, mais voyez, c'est pas du tout simple. Et moi, je veux dire, attention, attention. Si je suis aussi vigilante vis-à-vis des jeunes, des enfants, c'est parce que je ne voudrais pas qu'un jour, ils puissent vivre ce que je vis et ce que j'ai vécu. Parce que ça vous massacre la vie. Vraiment, c'est un massacre. Je fais ce que je peux, mais voilà. Parce que j'ai pas l'air comme ça. Tout le monde me dit, tu as l'air en pleine forme. Regarde, à ton âge. Oui, ce sont des paroles. Il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, quand j'ai appelé mon livre « La femme aux cicatrices », vous comprenez bien pourquoi. Hein. J'en suis couverte de cicatrices. Et il y en a qui saignent encore. D'autres qui ne saigneront jamais plus. Parce que j'ai réussi à passer outre. Mais celle-là, alors celle avec mes enfants, ça c'est... je mourrai avec. C'est une évidence. Quand même, enfin, je voudrais dire qu'il y a aussi le verre à moitié plein, c'est que vos enfants sont tous réussis dans la vie, ont des vies de famille, sont équilibrés, donc quand même, c'est triste qu'ils vous rejettent, Katia, mais enfin, eux, ils n'ont pas l'air malheureux, en fait, c'est ça qui est paradoxal. Eux ne sont pas cabossés, donc vous n'avez pas été une si mauvaise mère que ça, puisqu'ils ne sont pas cabossés. J'en ai un. Bon, enfin bref, je voulais qu'on revienne. Ah oui, il y a quelque chose qui m'a beaucoup bouleversée dans votre livre, c'est le parallèle que vous faites entre ce que vous avez vécu et les survivants de la Shoah. C'est quelque chose de très puissant et de très juste, je crois de très pertinent. Et je crois qu'il y a, oui, il y a une horreur comparable, puisque c'est nier l'humanité, nier l'être, nier l'humanité, oui, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Oui, alors ça c'est tout à fait vrai. Alors figurez-vous que c'est très bizarre parce que je n'avais jamais osé faire moi-même le parallèle avec la Shoah. Je m'en estimais indigne de faire ce parallèle-là. Et un jour je suis invitée dans une émission télévisée où on parle de mon histoire, etc. Et l'animateur et il y avait un psy qui était là, m'ont dit « Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'on pourrait dire quelque part que votre histoire a des points de comparaison avec les camps de concentration, donc la Shoah, quoi. Est-ce que vous admettriez qu'on dise de vous que vous êtes une survivante ?» Je vous assure, d'un seul coup, j'ai comme eu une espèce d'horizon qui s'est éclairci, parce que le mot résiliente, j'en veux pas. Je me l'adapte pas, je n'y rentre pas, je ne le comprends pas, c'est pas moi, c'est pas comme ça. Par contre, le mot survivante, ben c'est tout à fait ça. Je suis restée debout parce que j'ai une volonté de faire et que je veux toujours avancer, mais je suis que survivante. C'est-à-dire, vous savez, une survivante, c'est quelqu'un de fragile. Il ne suffit pas grand-chose pour la faire tomber, dégringoler, elle tombe très bas. Et on a vu à ce moment-là, à la télévision, l'interview de Ginette... cette femme qui emmène des enfants sur... le nom m'échappe. Kolinka, voilà. Et je vois cette femme, et je l'entends raconter.
Et je l'entends raconter ce dont elle a le plus souffert. Et j'ai regardé mon mari, pétrifié, en lui disant, mais ça c'est moi. Vous savez de quoi elle a le plus souffert? Du manque d'hygiène. Et moi, c'est ce que me faisait le Pépé Henri, c'est mon copain. Il m'a infligé la peine du manque d'hygiène. Eh bien, c'est ce qu'elle ramenait, elle en parlait énormément. Et je me suis dit, mais c'est tout à fait ça. Elle ne parlait pas des souffrances qu'elle traînait, elle parlait de ça revenait. Et je me disais, ben voilà, une chose que j'ai enfin compris, eh ben oui, quand on était dans un camp de concentration, il n'y avait pas d'hygiène. On n'avait pas de papier, on ne pouvait pas prendre de douche, vous voyez. Et d'un seul coup, ça m'a éveillée à ça, au camp de concentration. Ben oui, je suis une survivante. Et je trouve ça terrible de penser que tous ces gens ont vécu cela sans avoir, comme moi, la possibilité aujourd'hui d'être devant vous et d'avoir une vie. Parce que malheureusement, ils n'en auront pas eu de vie, enfin pour la plupart d'entre eux. Alors Katia, et le déclic de l'écriture, alors parce que ça a mis très très longtemps, je crois que vous assumez tout à fait votre âge, il est public, hein, parce que vous ne faites pas votre âge, mais enfin bon, bref, je crois que vous avez plus de 70 ans. 71. Voilà, 71. Et donc, voilà, vous avez attendu quand même, je crois que ce livre, le premier livre, Des larmes dans les yeux et un monstre par la main, est sorti il y a 2 ans. Donc voilà, pourquoi avoir attendu si longtemps et quelle a été la raison du déclic? Alors le déclic, il a eu 2 sources en fait. Ma mère est toujours vivante, hein, elle a 94 ans, elle est toujours en vie. Et je me croyais être contrainte de m'occuper d'elle. C'est-à-dire je n'y allais pas pour me faire du bien parce que j'allais voir ma mère, elle habite dans le sud. Mais parce que pour moi c'était un devoir, je devais l'accomplir, c'était comme ça. J'ai un frère qui n'a pas toute sa tête, donc je savais que c'est pas lui qui pourrait l'aider, il y avait que moi. Donc j'ai embarqué mon mari à chaque fois et on l'emmenait quand elle devait subir une petite opération, on l'y amenait, faire ses courses, etc. J'étais toujours là. Et un soir, on rentre donc du sud, donc c'est loin, vous voyez, on arrive épuisé, le téléphone sonne et j'ai ma mère au téléphone. Et à ce moment-là, allez savoir pourquoi, elle m'a ramené le passé, son père officier, le mal que j'avais fait à la famille, comment j'avais pu faire tout ça, etc. Et là, vous savez, c'est comme si vous preniez la plus belle raclée de votre vie, parce que vous n'y croyez pas. Vous dites, non mais c'est pas vrai, elle recommence, elle continue, quoi. Et c'est reparti pour un tour. Alors ça a été une des premières petites choses que j'ai vécues. La deuxième, c'est passé très peu de temps après, et ça a été l'écrit de ma fille concernant la transmission qu'on devait arrêter à sa génération. Voilà. Ces 2 choses conjuguées ont fait que j'ai perdu pied, et j'ai tellement bien perdu pied, que je me suis mis devant mon ordinateur et que j'ai commencé à écrire. Et là, vous savez, c'est comme si j'avais été dans une baignoire avec des robinets, et j'ai ouvert les 2 robinets, vous savez, puis tout est parti. Et j'ai écrit, et mon mari m'a laissé tranquille en se disant, si elle arrivait à se faire du bien en libérant tout ça, moi, je le veux. Il faut qu'elle le fasse, quoi. Donc, il m'a laissé faire. Et puis, je suis arrivée au mot fin. Et mon mari m'a dit, fin, enfin, t'as quel âge, là, quand tu t'arrêtes? Je lui ai dit, écoute, c'est au moment où on se rencontre. Mon mari m'a dit, tu es sûr que c'est vraiment la fin de ton histoire? Et c'est là où je lui dis, oh ben oui, ça y est, j'ai lâché la plupart de mes drames, quoi, en fait, quelque part. Et mon mari a rajouté fin, et puis il a mis ou presque, ou enfin presque. Et c'était bizarre quand même. Bon, mon livre, j'ai la chance, j'ai un éditeur, je suis sous contrat d'édition, il n'y en a pas beaucoup, donc j'ai beaucoup de chance, me publie parce qu'il croit dans mon histoire. Et le livre commence à bien fonctionner. Puis d'un seul coup, un jour, je sais pas, j'ai du vague à l'âme, j'étais au Cap Ferry, je crois, on était en vacances, et je vais pas trop bien, j'ai un peu de cafard. Et là, je me remets devant mon ordinateur, puis je me dis, tiens, et si je repartais au moment où je rencontre mon mari? Après tout, j'ai quand même tout ce que j'ai vécu après, qui s'est pas si bien passé que ça. Et là, le 2e livre est sorti d'un seul coup. Et voilà pourquoi je l'ai écrit. J'ai écrit tout ça, pas pour moi. Je l'ai écrit pour aider d'autres personnes. Parce que la première partie de mon livre est difficile à lire. Guylaine en est témoin, elle a eu beaucoup de mal. Mais n'empêche que par moments, je mets des rayons de soleil.
parce que j'ai besoin de ce soleil, il m'a quand même réchauffé. Et j'ai toujours un moment dans mon livre où, voilà, c'est joli, c'est beau, hein, je suis à Alger, je vais voir des personnes, il fait beau, je me sens bien. Enfin, vous voyez, il y a toujours quelque chose quand même qui donne de l'espoir. Et dans le deuxième livre, c'est pareil. Dans le deuxième livre, je raconte... c'est moins dur. Ce qui est dur, c'est que pour faire comprendre aux gens qu'on n'en sort pas indemne, je rappelle beaucoup de mes cauchemars, parce qu'ils me hantent pratiquement toutes les nuits. Hein. J'ai des choses qui reviennent. Donc j'ai écrit en racontant ces cauchemars, mais tout en étant quand même dans une autre légèreté. Parce que je suis beaucoup plus légère dans le deuxième que dans le premier, heureusement. Mais vous voyez, il y a des bons passages, il y en a des plus cruels. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours une espérance dans cette vie-là. Et qu'il faut y croire. Et je sais que parmi vous, il y a des parents de victimes ou des victimes. Et je leur dis vraiment, aujourd'hui, avec les moyens que l'on a, avec les moyens médicaux, avec les psychiatres qui ont étudié ces points particuliers de l'être humain, c'est vers eux qu'il faut se tourner. Il ne faut pas attendre que vous soyez massacrés, hein. Ne faites surtout pas ça. Allez les voir, consultez-les. Il y a des avocats qui sont des gens fantastiques aujourd'hui, qui aident les causes. Bon, moi j'en ai une qui travaille avec moi, Elisabeth, qui est ici, qui va après vous répondre à des questions sans doute, mais j'ai Pascal aussi, qui est là aussi ce soir, et qui lui aussi est avocat, et qui est président d'une association. C'est pour vous dire, on ne vous abandonne pas. Au contraire, on est là pour transmettre quelque chose. Moi, je sais qu'à mon âge, et je le répète, j'ai 71 ans, je n'irai pas beaucoup plus loin. Je me dis, tant que j'ai la force, tant que j'ai le dynamisme, tant que je suis allée réclamer un peu partout, tout va bien. Mais un jour, je vais passer le relais. Et je veux passer le relais à des gens bien, construits et beaucoup plus jeunes. Pour que, enfin, on arrive à sortir de cette chose qui est l'inceste, cette espèce d'omerta qui protège encore trop de familles, mais pas que des familles. Pas que des familles, des fois ça va au-delà. Vous envoyez votre fille chez le cousin que vous n'avez pas vu depuis 15 ans, et bien qu'est-ce que fait le cousin? Il touche votre fille. On est dans un inceste plus éloigné, mais c'est quand même un inceste, vous voyez. Et il n'y a pas que ça. Hein. Alors là, je ne vous parle pas des camps de vacances. Moi, je l'ai dirigé une quantité de colonies de vacances et j'ai vécu des choses abominables. Et pour faire renvoyer un moniteur, je vais vous faire hurler, mais c'est vrai, lorsque je disais à la direction générale, mais il a touché un des enfants de la colonie, il était en passe d'en toucher un deuxième, et en plus de ça, je l'ai surpris en train de boire. Vous savez ce qu'on m'a répondu? Oh ben, on va le mettre à la porte pour alcoolisme. Pas pour avoir touché des enfants. Ça, jamais de la vie. Et vous savez, c'est toujours encore comme ça. Aujourd'hui, il y a un nouveau scandale qui vient d'éclater sur une cavalière de 50 ans qui avait parlé, mais qui était prescrite. Moi, j'avais dit, j'en ai parlé avec Guylaine, parce que toutes les deux, on est cavalières, on adore l'équitation. Je lui ai dit, mais attends, quand on apprend à monter à cheval, ça m'a été mon cas, quand j'avais 12 ans, mon professeur d'équitation, pour me mettre en selle, bah, il passait la main où il ne faut pas, quoi. Vous voyez, c'est vite fait. C'est très vite fait. Et vous verrez que tout va sombrer petit à petit comme ça. J'ai fait du patinage artistique. Il fallait que je me défoule, j'ai un peu fait tout. Et bien, c'est pareil. Il y avait des gestes déplacés. Et je disais à mon mari, s'il y a eu des gestes déplacés, mais moi, sachant ce que j'avais vécu, je prenais large. Combien ont été touchés? Peut-être 3 jours après, il y avait ce scandale qui éclatait. Je dois avoir des pressentiments, c'est pas possible. Parce que vraiment, là, ça en fait 2 coup sur coup qui moi, m'ont touché. Vous voyez, c'est pas si simple. Et donc, alors, ces livres, c'est un témoignage, ça va rester, c'est très important, mais il y a aussi une action politique et sociale qui est très concrète, une action de citoyenne engagée, puisque vous venez de créer une jeune association qui s'appelle SOS Viol Enfance. Alors, ma première question, quand Katia est venue me voir en me parlant de cette association, je lui ai dit, mais des associations de protection de l'enfance contre les violeurs, il y en a des tonnes. Quelle est la nécessité, quelle est la singularité de la vôtre? Et donc la singularité de la sienne, c'est de faire de la prévention. Elle est axée sur la prévention parce qu'on ne peut pas en guérir, donc c'est mieux de prévenir, d'informer, d'expliquer aux enfants ce qu'on a le droit de... les gestes qui sont tolérables et ceux qui sont intolérables. Et donc je crois que il y a beaucoup d'actions que Katia, avec beaucoup de courage et une toute petite équipe pour le moment, mais on vous attend, on espère que vous allez nous rejoindre, essaie de mettre en place. Et surtout aussi, alors elle vise beaucoup les milieux bourgeois quand même, hein, plutôt pas que, mais enfin il
y a beaucoup de non-dits et d'inceste dans des milieux, enfin il y en a dans tous les milieux, mais enfin il y a des choses aussi. Oui, alors, oui, c'est vrai que Guylaine dit ça parce que j'ai été interviewée. Voilà, j'ai été interviewée en sa présence par le JDD, qui s'est mis en tête qu'en fait, parce que j'étais d'un milieu, vous voyez, où il y avait de l'argent, je n'allais me préoccuper que des victimes où il y a de l'argent. Mais c'est pas vrai du tout. Je m'occupe de toutes les victimes. Je dis simplement que c'est bien plus compliqué encore de savoir ça dans des familles fortunées parce qu'il y a cette espèce d'omerta, vous savez, qui englobe tout ça. Mais pas que. Il y a des enfants de paysans qui... Moi, je reçois des coups de fil où j'aide des enfants. J'ai une petite jeune fille de 14 ans qui m'a appelé l'autre jour parce que le maire du village, petit village de campagne, hein, violait tout le monde dans la campagne. Vous voyez? Et que son père à elle l'avait surpris en train de violer sa cousine. Ah, vous voyez, c'est pour dire, c'est dans tous les milieux. C'est pas que le mien, c'est pas celui plus d'un notaire ou d'un avocat que de la fille d'un paysan. Hein. C'est pareil. La seule chose, c'est qu'il faut leur ramener des armes pour se battre. Alors, moi, viol enfance, pourquoi viol enfance, qui s'appelle en plus prévention de l'inceste et de la pédocriminalité, c'est parce qu'en fait, je me suis dit, des associations qui ont pignon sur rue, qui ont des avocats, qui ont même des médecins, des psys qui travaillent avec eux, il y en a beaucoup. Donc je ne vais pas faire la énième association qui va les accompagner en justice. Voilà, je trouvais ça ridicule. Par contre, je me suis dit, prévention, là, il y a beaucoup à faire. Et moi, mon instinct a toujours été de me rapprocher du milieu de la santé. Parce que je pense qu'il y a quelque chose où il faut absolument guérir les enfants qui ont été touchés sur le plan santé. Et ça, on ne le fait pas assez. Et ça, c'est mon moteur. C'est mon moteur. Moi, mon moteur, c'est d'aider à ce niveau-là. Et là, je me suis rapprochée, mais vous en saurez beaucoup plus dans quelques temps, parce que je ne peux pas encore tout vous dire, c'est pas encore tout à fait acté. Mais avec Elisabeth et donc mon mari, on s'est rapproché d'une association qui s'occupe de la santé. Et là, nous sommes en train de mettre quelque chose d'inédit, dont on vous parlera plus tard, parce que ça n'existe pas et qui touchera vraiment l'échelon national. Hein. Ce n'est pas un petit quelque chose qu'on va faire comme ça à côté. C'est vraiment quelque chose qui va toucher toutes les familles. Mais ça, je n'ai pas encore le droit de vous le dire, parce que ce n'est pas encore déposé, donc voilà, encore secret. Mais vous le saurez. Je voulais dire que dans la salle, je vois au premier rang, là, il y a 3 personnes que je connais qui sont assez... enfin, je parle de ceux que je connais parce que les autres, je ne les connais pas, mais peut-être que vous êtes tous des militants engagés. Mais devant... Alors, il y a Elisabeth Pombiane, qui est donc l'avocate de SOS Viol Enfance, et qui pourrait peut-être nous éclairer sur la notion de consentement mise en lumière par l'affaire Matzneff. On voudrait savoir où ça en est le consentement aujourd'hui dans le domaine du droit. Ensuite, il y a le psychiatre Gérard Lopez qui a écrit beaucoup de livres sur les séquelles des violences sexuelles et de l'inceste. Et Anne-Laure Buffet, qui est une amie et qui, elle, est psychothérapeute et qui travaille beaucoup sur les emprises familiales, les familles toxiques, les pervers narcissiques, en tout genre. Voilà, peut-être que je vais donner la parole à Elisabeth pour nous parler du consentement au niveau du droit, puisque vous êtes avocate. Oui, bonjour. Alors je vais un petit peu casser ces grands moments d'émotion qu'on a eu avec Katia. Je vais pas faire long, mais bon, au niveau du consentement, c'est toujours le problème en matière de viol, que ce soit d'ailleurs en matière de viol entre adultes ou avec les mineurs, c'est encore plus flagrant. Ce qui s'est passé, c'est que le consentement, en fait, pour qu'il y ait viol, il faut qu'il y ait contrainte ou surprise, et ce qui se traduit par ce qu'on appelle l'absence de discernement. Alors récemment, c'est-à-dire en 2019, 3 août 2019, il y a une loi qui est sortie qui était censée, justement, sur ce consentement, faire progresser les choses, c'est-à-dire protéger les mineurs, pour éviter qu'ils soient obligés d'expliquer qu'ils n'étaient pas consentants. Alors quand on voit un enfant de 11 ans, ou même de moins de 11 ans, puisque malheureusement, on ne va pas aller dans l'horreur, mais ça commence très tôt, les viols, le gouvernement avait voulu faire un seuil d'âge du consentement, où le consentement était présumé justement ne pas exister. Bon,
la loi n'est pas passée, c'est-à-dire que les sénateurs et les députés n'ont pas voulu entrer dans ce débat, estimant que ce n'était pas constitutionnel, ce qui fait que finalement aujourd'hui on en est toujours au même point, c'est-à-dire que c'est aux mineurs de prouver qu'il n'est pas consentant. Ce qui est quand même parce qu'on dit que l'agresseur, le violeur, est présumé innocent. Alors nous, ce que nous voulons, et ce pourquoi nous luttons, et nous ne sommes pas la seule association d'ailleurs qui, au moment de la loi, en avait parlé, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une présomption, quand il s'agit de mineurs, en tout cas en fixant un âge, mais quand il s'agit de mineurs, qu'il y ait une présomption de culpabilité du violeur. C'est-à-dire que c'est au violeur de prouver qu'il est innocent, et non pas à l'enfant de le prouver. L'enfant, il n'est pas capable, actuellement, déjà entre adultes c'est difficile, mais alors l'enfant n'est pas capable de prouver. Alors on dit que ça n'existe pas dans le droit français. On dit que ça n'existe pas dans le droit français. Si, il y a un cas, mais qui est, je veux dire, qui est tellement mineur par rapport à cette horreur qu'est le viol des mineurs, c'est le recel. En matière de recel, le receleur, c'est-à-dire celui qui achète, vous achetez un objet volé, vous êtes censé savoir qu'il a été volé. C'est-à-dire que vous êtes présumé coupable, même si vous ne le savez pas, même si c'est à vous de prouver votre bonne foi. Alors pourquoi est-ce qu'en matière de viol pour enfants, on n'applique pas cette même règle, c'est-à-dire l'enfant est présumé non consentant et le violeur est présumé coupable. Voilà. Alors aujourd'hui, on en est en fait finalement au même point qu'avant la loi Schiappa, c'est-à-dire que finalement, c'est toujours la preuve doit être faite par l'enfant violé, c'est-à-dire que c'est à lui de prouver qu'il n'était pas consentant. Alors, on a eu des cas de jurisprudence qui sont passés, qui ont été très médiatisés, où il y a une enfant de 11 ans qui a été présumée consentante. Alors ce qui se passe, alors qu'elle avait été violée par un adulte, un jeune adulte, mais enfin qui avait quand même 25 ans, ce qui se passe, en fait, c'est que quand le mineur est violé, mais qu'on n'arrive pas à prouver qu'il n'était pas consentant, c'est transformé en agression sexuelle. Et donc, au lieu de passer aux assises, atteinte ou agression, et au lieu de passer aux assises, c'est correctionnalisé. Et déjà, lorsque ça passe aux assises, ce n'est pas évident, mais lorsque c'est correctionnalisé, on voit des violeurs, donc finalement, qui s'en sortent avec quelques mois de prison, et parfois, même plus que parfois, avec sursis. Voilà l'état actuel aujourd'hui. Et nous avons des jurisprudences, des juges qui sont mal formés, des policiers qui sont mal formés, qui en fait ne sanctionnent pas à la hauteur des crimes, parce que ce sont des crimes qui sont commis. Voilà. Merci Elisabeth. Merci beaucoup Elisabeth pour le regard juridique. Peut-être qu'on peut demander à Gérard Lopez pourquoi il a choisi de travailler sur l'inceste, parce que c'est quand même un de vos domaines de spécialisation. C'est simple, il y a 4 millions de victimes de l'inceste en France. Autrement dit, quand vous êtes médecin, eh bien vous rencontrez forcément des victimes de l'inceste, obligatoirement, qui ont avant tout des troubles physiques. Il y a une étude aux États-Unis qui est très connue, qui s'appelle AS Study, peu importe, vous la trouvez sur le site de l'AIVI, vous connaissez l'AIVI, s'il y a des victimes ici, vous pouvez me faire votre score AIVI, et on sait que quand on a subi des événements traumatiques dans l'enfance, et l'inceste, n'en parlons pas, c'est un événement traumatique très grave, on a 12 fois plus de risques de se suicider, on a 8 fois plus de risques d'être alcoolique, on a 7 ou 8 fois plus de risques d'être toxicomane, et on a 2 fois plus de risques d'avoir des cancers, du diabète, tout un tas de maladies. Donc c'est un problème de santé publique. Et moi personnellement, comme j'ai ouvert le centre du psychotrauma où on fait 18 000 actes de thérapie par an, il y a 19 psychologues et 3 psychiatres, on a une file active de 1000 personnes, et on a énormément de victimes de l'inceste. Alors je vais vous raconter une histoire. J'ai un ami qui s'appelle Gilles Lazimi. Quelqu'un le connaît ici, au moins de nom, vous connaissez de nom. Gilles Lazimi, il y a quelques années, il faisait un diplôme universitaire de périnatalité.
Et son maître de stage lui a dit, bah écoute Gilles, tu vas interroger les 60 prochaines femmes que tu connais bien, que tu vois depuis longtemps, et tu vas leur poser la question, dans votre vie, avez-vous subi des violences physiques, psychologiques ou sexuelles? Et il a eu 30% de réponses positives. Alors quand on me demande pourquoi je m'occupe des victimes de l'inceste ou des victimes de psychotrauma infantile, c'est qu'ils sont tellement nombreux qu'il faudrait que je sois complètement aveugle pour ne pas les voir. Tiens, je vois un avocat très spécialisé, Maître Cussig, ici présent, président de Coup de pouce. Je vois aussi des étudiants du DU, toc toc, et voilà tout simplement pour ça que je me suis occupé. Alors il y a aussi des troubles psychologiques qui sont en seconde ligne, pourtant je suis psychiatre. Quels sont-ils? Un manque total de confiance en soi. Comment voulez-vous que l'on ait confiance en soi-même, en les adultes, dans les policiers, quand on a été massacré par ses parents? Ce n'est pas possible. Ce sont des gens impulsifs qui ont souvent du mal à réguler leurs émotions. Souvent ils sont impulsifs, coléreux, ils sont instables, ils ont du mal dans les relations en permanence. Et surtout, ils répètent constamment le scénario traumatique. Et c'est le grand problème des victimes de l'inceste et des victimes de maltraitance infantile. Ils ont tendance à répéter tout le temps le même scénario. Donc Katia, elle a une chance terrible. Parce que j'ai entendu qu'elle était tombée sur un mari avec qui elle est toujours et qui l'a respectée. Depuis 40 ans, 50 ans. Eh ben alors, vous êtes un très bon thérapeute. Probablement sans le savoir. Et, eh ben, vous êtes comme M. Jourdain qui faisait très bien de la prose sans le savoir, comme vous le savez. Donc vous êtes M. Jourdain. Voilà. Car c'est ça. Il faut tomber sur un thérapeute qui vous fasse en sorte que vous ne retombiez pas toujours dans le même scénario. Alors je vais vous raconter une histoire et après ça sera fini. Il y a 20 ans, j'étais plus jeune, je reçois une actrice très connue qui vient me voir en me méprisant, en disant « C'est ma copine Paquita qui m'a dit de venir vous voir parce que vous lui avez fait du bien. Mais vous savez, peut-être le 25e psy que je vois, ça sert à rien, mais pour lui faire plaisir. » Déjà, ça m'aide pas. Oui, c'est bon, ben, c'est tout à fait normal parce que ils n'ont pas confiance. Comment voulez-vous qu'elles aient confiance? Comment voulez-vous qu'une victime d'inceste ait confiance en moi? Je suis un homme, elles ont été violées par un homme. Bon, bon, très compliqué. Donc, le problème, c'est de créer un lien de confiance. Et croyez-moi, c'est pas facile. Et elle, c'était pas facile du tout. Alors, pour ne pas retomber dans le scénario traumatique, il ne faut pas faire comme dans la famille. Il faut poser des questions. Il faut pointer l'inceste, elle était victime, il faut nommer la loi et il faut se mettre de son côté. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'elle ne peut pas imaginer que je veux vraiment être de son côté. Elle ne peut pas imaginer qu'un homme ne soit pas un violeur. Son père, enfin son oncle avait violé, elle ne peut pas imaginer ça. Donc tous les hommes sont des violeurs, je suis un violeur, et ça va être très compliqué. Alors pour ne pas recommencer ce qui se passe dans la famille, il faut négocier ce qu'on va faire ensemble. Parce qu'en général, quand vous allez chez un psy, on négocie rien. C'est 1 ou 2 fois par semaine, c'est tant, vous venez pas, vous payez, tout ça, c'est pas la peine, ça va pas durer. Ce genre de thérapie, peut-être certaines victimes ici ont subi ce truc-là. C'est comme à la maison. C'est la loi du plus fort. Là, on négocie. Et cette actrice-là, elle venait pas. Je lui prenais beaucoup d'argent. En général, vous voyez, je peux vous le dire, la fille de Michel Sardou, c'était gratuit pendant 2 ans, elle ne m'a jamais payé. Je peux le dire, elle l'a écrit. Alors pourquoi? Parce que je ne voulais pas d'argent de son père, je voulais de son argent à elle. C'était pas de l'inceste, hein, c'était un viol qu'elle avait subi. Puis un jour, elle est partie au Canada, elle va mieux, tant mieux. Donc c'est pas. Mais elle, je lui prenais cher parce qu'elle me méprisait. Donc il fallait bien que mépris, il fallait bien augmenter le prix. Surpris, mépris, surpris. Voilà. Elles s'en foutent. Alors au bout de 2-3 ans, voyez-vous, elle a fini par me faire confiance et parfois elle venait me voir plutôt qu'une interview à la télé ou je ne sais pas quoi. Bon. Et puis 3-4 ans plus tard, danger, plus. Car mon cabinet, c'était sa maison.
Elle voulait savoir si j'étais marié, patati, patata. Elle trouvait que les rideaux, c'était pas la bonne couleur par rapport au fauteuil. Vous voyez, elle était chez elle. Donc, elle était avec tonton. Mais un tonton qui était peut-être mieux que son tonton, puisque au bout de 3-4 ans, il y avait de la confiance qui... on parlait assez librement au bout de 3-4 ans. Et vous savez ce qu'elle fait? Elle me dit, vous savez, docteur, ma copine Paquita, quand elle va pas bien, c'est pas Paquita, c'est d'une autre, il me prend la main. Et voilà comment elle voulait qu'on retombe dans le piège habituel. Alors moi je lui dis, ah, j'ai quel âge après vous? Oh, la cinquantaine, docteur, vous voyez, ça fait longtemps. Alors je dis, tout à fait. Ah, en fait, c'est pas l'âge de tonton quand il... Ah bah si. C'est pas l'âge de Pierre, là, votre dernier copain? Ah bah oui. C'est pas l'âge de Paul, celui d'avant? Ah bah si. À l'époque, elle était plus jeune. Et donc tous ses copains étaient 50 ans, c'était tout le temps catastrophique. Pour ça, vous avez de la chance. Parce que ça marche toujours bien, apparemment. Un coup de bol terrible. Parce qu'en général, ça se passe pas bien. Mais elle a eu de la chance. Ça qu'elle a peut-être moins mal que pourrait, je sais pas, je suppose. Enfin, en tout cas, dans mon expérience, c'est ça. Alors, voilà, et je lui dis, eh oui, et au fait, tonton, il n'a pas commencé par vous prendre la main, par hasard? Alors, elle est fine, elle a compris. Et on a réécrit le scénario traumatique pour une fois. Pour une fois, elle a eu une relation avec un homme, c'est-à-dire un tonton, qui lui a pas pris la main et qui... Vous avez compris? Voilà. Alors, souvent, ça ne se passe pas comme ça. Par exemple, si j'étais une femme, et que vous êtes une femme victime de l'inceste, au début, ça va être pareil, ça va être compliqué. La relation que vous allez avoir avec moi dépend de la relation qu'avait votre mère dans cette histoire-là. Ça peut être une mère épouvantable qui a défendu son mari, etc., qui ne vous croyait pas. Ça peut être une mère indifférente, ou parfois exceptionnelle, une mère qui va prendre votre parti, qui va divorcer, qui va... Là, ça sera facile. Mais là, on va considérer que votre mère était plutôt aveugle, hein, soi-disant aveugle. Non, mais je ne sais pas. Hein. Alors, ça va être un petit peu compliqué. Alors, on va essayer de faire un lien de confiance. Et au bout de 3-4 ans, vous n'allez pas me dire, parce que je n'ai aucun penchant homosexuel comme thérapeute femme, et vous non plus. Alors, vous n'allez pas me dire, oh, madame, vous êtes formidable, venez à mon anniversaire, oh, puis je vous le dis, je suis amoureuse de vous, etc. Vous n'allez pas me dire ça. Vous allez me dire, vous savez, madame, mon chef de service, qu'est-ce qu'il est gentil. Le chef de service, il a l'âge du violeur. D'accord? Vous avez 25 ans, lui, il a 55 ans. Alors vous qui êtes devenue une maman acceptable, vous allez essayer d'éviter qu'elle retombe dans le panneau habituel. C'est le genre de jeunes femmes qui vous disent qu'ils n'aiment pas les jeunes, qu'elles ne sont pas matures, tout ça, mais en vérité, elles rejouent toujours le même truc. Ok? Alors de deux choses l'une, soit c'est formidable, vous évitez qu'elle retombe dans le panneau, et puis pour une fois, elle va peut-être trouver un garçon de son âge, et comme Katia, vivre une longue vie amoureuse, tranquille, etc. Et je crois qu'on pourrait la soigner mieux qu'elle l'est, parce que c'est pas normal qu'elle ait des cauchemars. Je lui dis, entre nous, hein, comme ça, pas ça. Je lui dis quand même. Et alors, bon, on a évité ça, et c'est bien. Mais, autre possibilité, eh ben, elle sort avec le monsieur qui a 55 ans, son chef de service. D'accord? Et elle a le plus grand mal, quand ça tourne mal avec le monsieur, à revenir vous voir. Pourquoi elle a du mal à revenir vous voir? Parce que vous l'avez prévenu. En tout cas, vous avez essayé de lui expliquer qu'il était trop vieux pour elle, tout ça, machin, mais tant pis. Hein, vous savez bien qu'on n'écoute jamais sa maman, hein, quand même. Moi, n'écoutez pas, vous non plus. Bon. Alors, il faut oser la relancer un petit peu. Lui envoyer un petit SMS, comment allez-vous, madame? Ce qu'on fait jamais dans une thérapie normale. Hein. On ne relance jamais un patient, mais là, c'est pas pareil. C'est pas un névrosé, c'est un traumatique. Et un jour, vous allez voir revenir. Tout le temps. Mais 6 mois, 8 mois plus tard, dans ses petits souliers, elle va dire, vous savez, madame, ça fait au moins 3-4 mois que je veux venir vous voir, mais j'osais pas, parce que j'ai bien vu
vous alliez essayer de me prévenir, tout ça, puis vous savez, hein, c'est un menteur, hein, il m'a dit qu'il était au bord du divorce, mais c'est pas vrai. Vous voyez, elle espérait même se marier avec ce type qui a 30 ans de plus. Bon, très bien. Et puis vous savez, un jour, parce que c'est une histoire vraie que je vous raconte, il a voulu me partager avec son copain. Ah oui, bien sûr, un pervers. Hein. Alors, j'ai dit non. Déjà, vous aviez fait un bon boulot. Parce que la victime de l'inceste, elle a le plus grand mal à dire non. Dans l'étude que je vous ai dit, elles ont plus de 50 partenaires sexuels. C'est pas un jugement de valeur. Ou elles se prostituent, etc. Hein. Je peux citer par exemple, puisqu'elle l'a écrit, Isabelle Aubry, avec qui j'ai fait un livre qui s'appelle L'inceste, elle s'est prostituée, elle l'écrit. Ça ne veut pas dire non. Alors elle revient vous voir, hein, elle vous explique que c'est un salaud, et puis vous comptez la thérapie jusqu'à ce qu'elle trouve un type de son âge, parce qu'il faut réécrire le scénario. Donc Katia, si j'ai bien compris, grâce à vous, elle a réécrit le scénario, elle a écrit 2 bons livres, que je vais m'empresser de lire, parce que je vais le faire, bien sûr. Et puis il lui reste quelques troubles, quand même, assez embêtants, puisque si j'ai bien compris, il y a des cauchemars de temps en temps. De moins en moins. De moins en moins, disons que lorsque j'ai des cauchemars, c'est toujours causé par quelque chose qui revient du passé. Mais c'est pas... Voilà, je fais pas de... C'est le magnétoscope qui va pas bien. Voilà, c'est ça. Il déraille par moment. Alors, la télécommande, quand il y a un truc qui rappelle quelque chose de trop... Il rappelle trop ce qui lui est arrivé à l'époque, bing, le magnétoscope se déclenche. Hein, c'est tout à fait ça. Non, non, c'est vrai. Alors, je vous dis, on peut régler les magnétoscopes. Je vous remercie. Bon, mon magnétoscope a encore des problèmes. Voilà. Et la télécommande. Il y a peut-être Anne-Laure qui voulait... Mais je vais lui passer le micro. J'en ai pas pour longtemps. Oui, parce qu'elle est psychothérapeute. J'en ai pas pour longtemps du tout, mais je crois qu'il faut quand même préciser une chose, même si c'est des cas minimes. C'est pas que les hommes qui sont coupables d'inceste, il peut y avoir des femmes, il peut y avoir donc des mères, et, mais on le dit très peu. Alors, je peux vous recommander le livre, entre autres, du docteur Lopez, Enfants violés, enfants violentés. Je crois pas que je me trompe dans l'ordre du titre. Mais enfin, on oublie souvent aussi que les mères peuvent être coupables. Et puis pour compléter ce que vous avez dit, maître, il y a un livre qui est sorti il y a une dizaine de jours qui s'appelle La loi des pères. Ah oui, voilà, que je vous... Ouais, il devait venir, alors je vous le recommande. Il a été écrit par un journaliste qui s'appelle Patrick Jean, qui est belge, donc qui a mené toute une enquête depuis 2012-2013 à peu près. Il a commencé au Canada, il a intégré les réseaux masculinistes pour essayer de comprendre pourquoi il y avait autant de mères qui se retrouvaient condamnées ou privées de leur enfant, et l'inceste est la cause majeure de la privation du droit de la mère à voir son enfant et donc à pouvoir protéger son enfant. C'est-à-dire que le père crée un scénario autour de ça, il n'y a pas d'inceste, bien sûr, monsieur est parfait, en revanche la mère est folle. Et allez savoir pourquoi. Non seulement monsieur montre très bien son scénario, mais les avocats des mères ont beau se battre, les avocats des enfants ont beau se battre, et en France c'est encore extrêmement fréquent, les enfants sont placés, donc sont retirés à la mère. Voilà. Donc bon, après il explique tout ça extrêmement bien dans son livre, je vous le recommande, parce que c'est vrai que nous, quand on reçoit en consultation des femmes qui viennent nous dire nos enfants sont abusés, ils sont violés, ils sont massacrés par le père, par un oncle, enfin bon, qu'elle le dénonce pour protéger l'enfant et qu'elle voit l'enfant soit placé, soit elles n'ont plus accès à l'enfant ou dans des centres médiatisés une fois toutes les semaines, si ce n'est pas tous les mois, pendant 2 heures. Et pendant ce temps-là, monsieur a son image qui est totalement préservée et les enfants sont totalement retournés par le père. Autant vous dire que c'est un drame total, parce que l'enfant qui déjà, comme vous l'avez vécu, ne peut pas croire en ce qu'il vit, c'est-à-dire que l'on abuse de lui sexuellement, que son père, son oncle, son grand-père le détruit sexuellement. En plus, il n'a plus aucune réalité tangible autour de lui, tout s'effondre petit à petit. Donc c'est là où effectivement, dans tout le domaine de la prévention, de l'information, puis bon après aussi de tout le soin, on a énormément de travail à faire. Moi, je suis Pascal Cussic, donc je suis avocat depuis 24 ans et je suis président d'une association qui s'appelle Coup de pouce protection de l'enfance. Alors moi, je suis là déjà parce que, comme vous l'avez dit, il faut y croire. Je crois qu'on a besoin effectivement de
toutes les associations et de toutes les bonnes volontés, puisqu'effectivement au niveau de la prévention il y a encore énormément de travail à faire. Et on est certes beaucoup d'associations de protection de l'enfance, mais chacun travaille un petit peu dans son créneau. Et du coup, voilà, on a besoin de toutes ces bonnes volontés. Et donc on a créé un collectif. Alors du coup, on en a déjà échangé quelques mots, mais vous serez les bienvenus si vous souhaitez l'intégrer. On a créé un collectif, s'appelle le Collectif pour l'enfance, sur la question du consentement, justement. Le but est de faire reconnaître dans la loi l'incapacité de l'enfant à consentir à un acte sexuel, puisque la France, sur ce point-là, est extrêmement en retard, puisque nous avons beaucoup de voisins européens qui ont un âge de non-consentement, pour certains, depuis très longtemps. En Angleterre, ils ont un âge de non-consentement depuis 1956, donc on a un retard assez considérable. Donc voilà, moi, voilà, je voulais juste dire ce mot-là, et puis dire une chose aussi. Quand vous dites qu'il faut y croire, j'ai en tête, moi, une anecdote concernant une cliente qui souhaitait engager une procédure et qui ne pouvait pas le faire parce qu'il y avait prescription au niveau pénal. On a pu engager une procédure quand même parce qu'il y avait prescription au pénal mais pas au civil, donc on a engagé une action civile. Et je me souviens que lors des rendez-vous qu'on avait, elle était très très courageuse, très digne. Mais il y a une fois où elle m'a dit le plus terrible dans tout ça, c'est pas tellement ce que j'ai subi, c'est que je sais que je ne pourrai jamais avoir d'enfant parce que je n'arrive pas à avoir des rapports normaux avec les hommes et donc je n'aurai jamais d'enfant. Et on a mené la procédure civile, l'auteur a finalement été reconnu responsable. Et j'ai eu un appel 3-4 ans après où elle me disait maître, je vous annonce que j'ai un petit garçon. Alors voilà, donc tout ça pour dire qu'il faut y croire et que les procédures judiciaires peuvent aider aussi à se reconstruire et qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il faut se faire aider par les avocats, mais aussi les psys. Il y a des choses qui peuvent être faites et il y a des travaux thérapeutiques qui permettent de solutionner des choses. Voilà, merci. Nous, on fait de la prévention à notre échelle. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, je suis ici ce soir et on en parle et vous posez des questions et on avance. Parce que ce que je vous aurais dit ce soir, lorsque vous allez rentrer chez vous, et il y a de très jeunes femmes ici, vous allez avoir un autre regard sur qui approche vos enfants. Et même, pas que vos enfants, les enfants de votre famille, de vos voisins. Vous voyez, vous allez regarder autrement, vous allez avoir un regard. Moi, j'ai toujours dit, s'il y avait eu un regard à mon époque qui ait pu voir le côté malsain de mon fameux Pépé Henri, je ne serais pas là aujourd'hui, en train de vous raconter tout ça, certainement pas. Vous voyez, il faut être vigilant. Alors, les écoles, je vous dis tout de suite, ça ne va pas être moi qui vais le faire. Je n'ai pas l'âge de parcourir la France, hein, je suis franche. Mais par contre, la prévention que nous allons faire, c'est en faisant des actes d'utilité publique. Je vous ai dit tout à l'heure, il y en a 2 qui sont en cours. Je n'ai pas le droit encore de vous en parler parce que ce n'est pas déposé. Mais ça va vraiment être un gros changement dans beaucoup de domaines. Vous verrez, on en reparlera à ce moment-là. Et là, je suis très fière de porter ce projet-là parce que c'est un médecin qui l'a initié. Et là, vous voyez, moi j'ai confiance en la médecine. Je me dis que nos médecins sont des gens formidables. Nos médecins de province, puisque c'est un médecin de province qui est à l'origine de cette chose-là. Ce médecin de province, figurez-vous, est dans une région où il n'y a rien. Il n'y a aucune association, il n'y a personne pour aider des familles qui se posent des questions. Et quand les familles viennent la consulter, eh bien, l'inceste et la pédocriminalité, c'est 2 choses dont on ne parle pas. Il ne faut surtout pas. Et elle est là en train de leur dire, mais quand même, il n'y a pas de problème dans votre famille. Vos enfants, ils ont quel comportement? Et obligatoirement, vous avez immédiatement les parents qui disent, mais enfin, pourquoi vous me posez des questions comme ça? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas et ça leur fait peur. Il faut quand même que vous vous rendiez compte à quel point l'inceste et la pédocriminalité peuvent faire peur. C'est quelque chose qui vraiment terrifie. Puis quand on vient vous dire, je vais vous raconter une anecdote qui est toute récente. Je discutais avec une personne il y a quelques jours
Et on parlait justement d'inceste dans les familles. Cette personne me dit, oh ben ça dans la mienne c'est pas possible. Ah ben voilà, vous l'avez la réponse. C'est pas possible parce que vous pensez que c'est tellement mauvais, c'est tellement sale, c'est tellement répugnant que dans votre famille ça n'existera pas. Mais c'est faux, mais c'est faux. C'est souvent d'ailleurs dans ces familles-là où il y en a le plus. Mais c'est tellement caché. Regardez mon cas. Moi, on me disait, si tu parles, je tue ceux qui t'ont élevé. Ben, qu'est-ce que je faisais? Je ne parlais pas. Comment pouvait-on deviner que ça m'arrivait? Si, aujourd'hui, certainement parce que mon comportement changeait. Oui, mais à l'époque, personne ne voyait que je n'étais plus la même enfant. Et vous savez, on parlait de dommages physiques. Moi, je vous en confie un autre. Moi, j'ai un dommage physique énorme que va très bien comprendre Gérard. Je suis insomniaque. Et aujourd'hui, j'ai commencé à être insomniaque en buvant du sirop de Fénergan lorsque j'avais 9 ans. Parce que ça fait dormir. Et quand j'étais malade et que je prenais ce sirop de Fénergan, ben, je dormais. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait? J'en achetais en douce, c'était sans ordonnance. J'allais toute seule à la pharmacie, je changeais de pharmacie. Et je disais, ah, ben, c'est mes parents qui m'envoient acheter le sirop de Fénergan. Et puis du sirop de Fénergan, je suis passée au comprimé de Fénergan. C'était plus fort. Et puis après, voilà, je suis tombée vraiment dans les somnifères durs, dans les benzos. Et je dors toujours aujourd'hui avec une quantité de somnifères. Parce que je ne peux pas. Je ne peux pas m'endormir. Et là, on parlait de problèmes non résolus. Vous avez raison, j'ai des problèmes encore. C'est ce que vous dites. Voilà, mais moi je le sais. Je sais très bien que si je fais des cauchemars, si je ne trouve pas le sommeil, c'est parce que je repense à des choses qui me font mal. Voilà, tout n'a pas été résolu. Mais au moins je le sais. Donc je me soigne. Enfin, en tout cas, je me soigne en faisant pour les autres. Donc c'est déjà pas si mal. Mais c'est pas ça. Mais voilà. Alors moi, j'arrête pas de le dire, mais plus jamais ça, mais jamais, que ça n'arrive plus. Regardez vos enfants, regardez vos petits-enfants, pour ceux qui en ont, regardez leur comportement, vous voyez l'ombre d'un changement, aussitôt. Plus jamais ça. Il y a une personne dans cette salle, que je vais vous présenter, qui s'appelle Emma, qui est tout au fond là-bas, qui est cachée. Emma est une photographe extraordinaire, et cette photographe professionnelle, Emma Martins, a la qualité de faire sortir de la femme, de son appareil en fait, ce qu'elle est. Elle a fait des photos de moi, elle m'a entendu hurler. Oh là là, Emma, tu vas pas me mettre ça, j'ai des rides partout, je suis malheureuse. Et c'est vrai qu'elle en a fait une où pour la première fois, j'ai eu mal pour moi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'ai vu ma détresse dans sa photo. On en a parlé avec Emma. Et cette photo m'a... Voilà, c'est terrifiant. Et ce que fait Emma, c'est fantastique. Parce qu'elle montre à une femme l'image qu'elle renvoie, mais elle montre aussi le bon de cette femme, pas que le mauvais. Moi, j'ai vu ma détresse, mais c'est ce qu'elle voulait. Elle me dit oui, en plus. Elle est cruelle. Non, mais franchement, je vous assure, elle est vraiment d'utilité publique, c'est le cas de le dire, notre Emma, parce que faire sortir d'une femme... Et que cette femme accepte d'être son modèle, vous voyez, j'allais dire sans phare, c'est pas vrai parce qu'on est très maquillés. Avec des phares, mais on lâche parce qu'Emma est très maligne, qu'elle nous parle de tout, n'importe quoi, de la pluie, du beau temps, des cerisiers en fleurs, et que vous laissez sortir votre moi. Et c'est ce qu'elle veut, puisque son projet, qui est magnifique, s'appelle « Ainsi soit-elle ». Et moi, j'ai écrit « Ainsi soit-je ». Et vraiment, elle est fantastique. J'ai vu quelqu'un qui voulait prendre la parole. Oui, merci beaucoup pour vos témoignages que vous portez tous pour aider les enfants. Pendant 40 ans, j'ai soigné des enfants au niveau des yeux. Je travaillais à Necker dans le service d'ophtalmo, c'est mon domaine. Et bon, j'ai la chance de prendre les enfants tout petits pour les soigner. Et donc, peu à peu, avec les parents, etc. Bon, ma spécialité est très particulière. Je fais des lentilles, des contacts pour les enfants qui ont des grosses difficultés. Bon, donc il faut s'en occuper, etc. Et donc j'arrive à être en confiance, à les mettre en confiance, pardon. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui sortent. Hein. Donc petit à petit, amener les parents à essayer, démontrer que ceci, que cela. Et deuxièmement, parallèlement, bon, je me suis occupée des adolescents, peu importe, dans un cadre scolaire, voilà. Et sachez que dans les quartiers UP de Paris, 10% d'inceste.
Ouais, mais bon. C'est plus difficile à décrire. Parce que les enfants, ils ont une façade sociale. Continuez à sourire, ces enfants-là. Ils sont excellents à l'école. J'ai eu des cas. Hein. Mais c'est comme ils sont très intelligents, ils auraient eu 25-30, ils ont 20. Donc, bien qu'ils soient violés. Eh oui. Et ils continuent à sourire, on leur a enseigné. Et malheureusement, dans nos facs de médecine, ah bon, c'est quand même étranger, donc c'est pour ça mon accent, vous le reconnaissez, mais dans les facs de médecine, on ne parle pas de ça aux jeunes étudiants. On ne leur parle pas, on n'ose pas. Or, le corps s'exprime, la maladie. Moi, la langue française me fascine parce que c'est la seule langue, je parle plusieurs langues, mais le français exprime très bien. J'ai les boules, j'ai mal au ventre, j'ai plein de boules, eczéma, etc. Dans aucune autre langue, vous trouvez ça. Oui, alors ça me casse les pieds, ça. Enfin, c'est extraordinaire. Donc, il y a des langages comme ça que les enfants, mais soyez attentifs, ce qu'est la parole, l'expression orale d'un enfant peut vouloir. Voilà. Et c'est en français, c'est génial parce qu'il y a plein de mots. Moi, je m'amusais un jour, j'ai eu la chance de connaître Raymond Devos, enfin bon. Et quand je lui racontais ça, il dit mais comment est-ce possible? Je dis écoutez, je fais des jeux de mots. Hein, donc voilà. Et voilà, il y a des choses qui. Et il rigolait, il dit c'est possible, je n'avais pas pensé à ça. Mais s'il n'y a que le français qui permet de s'exprimer de la sorte et faire, je ne sais pas quelle figure littéraire, à quel nom ça porte, mais voilà, donc les enfants peuvent exprimer de mille façons, par un regard, par un sourire, par un non-sourire, par un petit geste, par une parole. Donc bravo à ce que vous faites tous, parce que voilà, il y a beaucoup à faire encore. Moi j'ai envie de dire que, enfin, je le dis pour tout le monde, tous ceux qui s'occupent comme moi d'aider les enfants, est-ce qu'on a le choix? On ne peut pas ne pas le faire, parce que sinon on ne le fait pas, qui le fera? Vraiment, vraiment qui le fera et avec quels moyens? Parce qu'il faut encore quelques moyens. Et on a eu un rendez-vous dans le Val d'Oise avec une députée du Val d'Oise, la vice-présidente, voilà. Oui, Santiago. Et elle nous a parlé de Taquet, justement. Et du manque de moyens financiers qu'il avait. Parce que le problème, il est là. Il n'y a pas d'argent. Pour faire des centres où on pourrait mettre des enfants qui souffrent, vous voyez, leur payer des soins. Vous voyez, que vous sachiez à quelle porte vous allez taper, vous les parents, lorsque vous avez votre enfant qui va très mal, où est-ce que vous allez aller? Eh bien, je vais vous dire, vous allez aller nulle part. Parce que vous n'avez pas les moyens de le faire. Alors, il y a quelques associations, moi j'en connais une, hein, j'en connais pas 150 parce que je suis encore toute nouvelle dedans, mais je connais l'association au travail aussi, Maître Ponviane, qui est Innocence en danger. Ils organisent des stages. Dans ces stages où ils prennent des enfants tous les ans en Suisse, là, l'enfant, on le met dans des conditions de bien-être, oui, ils font de l'équitation, je crois, des choses comme ça, vous voyez, et on arrive petit à petit à leur redonner confiance en eux. Mais est-ce que vous vous rendez compte combien il en faudrait en France pour soigner tous ces enfants-là et faire quelque chose pour eux? Et là, je vais faire quelque chose de pas bien du tout. Je vais dire à monsieur l'adjoint au maire de la ville de Puteaux, qui est ma ville, mon association est putéolienne, à quel point je compte sur lui. Parce que Puteaux est une ville jeune, c'est une ville où il y a énormément d'enfants. Et là, monsieur l'adjoint au maire, on a besoin de vous. Oui, bonsoir. Effectivement, c'est une noble cause pour les autres, parce que vous êtes une personne, mais comme vous disiez, vous en avez des millions de personnes, et on ne parle pas dans le monde, parce que là, il y a des régions, alors là, c'est... Donc là, effectivement, je vais voir avec Madame le maire si on pouvait vous aider. Ah, ce serait formidable. Merci beaucoup. J'ai une proposition très claire à faire à monsieur le adjoint au maire. Dans le 93, nous avons 12 communes. Alors, il y en a une à Créteil. Mais dans 12 communes, ou 13, je ne sais pas, il faudrait aller sur Internet, communes du 93, nous avons une consultation dite de victimologie, l'Institut de victimologie. Nous en avons 2 ou 3 dans le 91, nous en avons 5 ou 6 dans le 75, et bien en 92, non. Donc, monsieur le maire, dans votre CMS, vous avez un CMS,
on peut ouvrir une consultation de victimologie qui ne coûtera pas très cher, car je sais que c'est un très gros problème. Et ce qui aurait aussi l'avantage, c'est que c'est un centre qui a plusieurs spécialités et qui pourrait en même temps peut-être permettre d'en profiter pour soigner les... C'est du concret, on va dire. Peut-être que Jacques, donc le héros de Katia, va peut-être pouvoir conclure en beauté la soirée, parce que c'est quand même un pilier de l'association, en plus d'être un mari, un amour et un thérapeute pour Katia. Bien, merci. Là, je suis un peu gêné de prendre le micro devant une telle assistance, parce que d'habitude, quand je donnais des conférences en physique, c'était moi la vedette. Pas là. Donc, alors, néanmoins, comme j'ai fait pas mal de physique théorique, elle m'a bombardé trésorier. Bon. Des additions, des soustractions, des pourcentages, j'y arrive à peu près. Pour vous dire comment est née l'association, malgré tout, l'association, l'idée, ça a germé très longtemps. C'est venu le 1er septembre de l'année dernière. Une fois qu'elle a terminé son 2e livre, elle m'a dit « je vais faire une association ». Je lui ai répondu « jamais ». Pourquoi ? Parce que nous avons travaillé, j'ai travaillé pendant 20 ans dans diverses associations scientifiques, elle également pendant une quinzaine d'années. Et dans ces associations, on passait plus de temps à lutter les uns contre les autres, à faire face aux égos des uns, à répondre aux bêtises des autres. C'était toujours ceux qui faisaient rien qui critiquaient ceux qui travaillaient. Donc les assos, on avait donné. En arrivant dans ce milieu-là, je constatais d'ailleurs que, bon, bien qu'il y ait énormément de gens extrêmement engagés et de bonne volonté, on retrouve les travers humains. Il y en a qui deviennent assez mégalos, il y en a qui pensent qu'à leur carrière, il y en a qui cherchent des clientèles, on trouve un peu de tout. Moi j'ai confiance essentiellement dans les gens qui ont été victimes et qui s'engagent là-dedans. C'est très différent même des bénévoles et qui n'ont jamais été victimes. C'est deux approches totalement, deux images très différentes. Alors l'association, elle m'a dit ça le 1er septembre, je lui ai dit non, pas d'association, on se débrouillera comme on pourra. Elle m'a dit le 2 septembre, elle m'a dit on fait une association. Je lui ai dit bon, bah, je rédige les statuts. Mais comme je ne voulais pas m'enquiquiner avec l'administratif, j'ai lu la loi de 1901 et je me suis aperçu qu'il n'était absolument pas obligatoire d'avoir un conseil d'administration ni même un bureau. Pour faire une association, il faut être 2. Bon. Donc je dis on fait une association, mais on réduit au strict minimum tout ce qui est administratif, compte rendu, etc. Alors après, certaines personnes nous ont dit, mais quelle est votre stratégie? J'ai regardé la définition de notre stratégie, et ça ne me correspond pas du tout. J'ai dit, on n'a pas de stratégie. On fera des actions ponctuelles, on fera les idées qui nous passent par la tête. Donc le trésorier vous dit, nous avons un compte bancaire, vous avez le droit d'acheter des livres. Sur chaque livre vendu, il y a environ 2 € qui nous reviennent et qui partent dans l'association. 2 € avant impôt et avant charge sociale. Des membres, j'en cherche pas beaucoup. Je vais vous dire pourquoi c'est paradoxal, une association qui ne recherche pas tellement des membres. Il faudrait avoir énormément de membres pour pouvoir financer le fonctionnement d'une association. Alors, comme on l'a cité, il y a déjà énormément d'associations qui font du travail sérieusement. Citons-en quelques-unes. Innocence en danger, Coup de pouce, l'Enfant bleu, Enfance et partage, la IVI, bien sûr, pour très centré sur l'inceste. Donc des associations qui ont des membres et qui en recherchent toujours, d'ailleurs, à la longueur d'année, il y en a. Donc je ne vise pas tellement la recherche de membres. Et puis en plus, comme je vous dis, j'ai une grande expérience des associations. Quand on a des membres, on a des assemblées générales. Quand on a une assemblée générale, il y en a toujours un qui n'est pas d'accord avec le reste et qui souvent arrive à entraîner tout le... Bon, on voit ça tous les jours dans de nombreuses associations. Donc on recherche plutôt des dons. Si des gens sont sensibles à notre cause, les dons, c'est comme pour toutes les associations, déductibles des impôts à 66%. On recherche plutôt des subventions si on arrive à en avoir, et puis voilà. Des membres, oui, bien sûr, mais honnêtement, je le dis, c'est pas ce que je recherche. Ça aurait peut-être été le cas si on avait démarré il y a 30 ans. Mais là, aujourd'hui, il y a trop d'associations, heureusement, qui sont bien établies, qui tournent, qui fonctionnent bien, qui sont participées dans de nombreux procès, qui ont des psychiatres et des psychanalystes qui travaillent avec eux. Donc voilà. Donc notre association, c'est vraiment, j'ai failli dire un embryon d'association, mais en fait, il y a beaucoup de volonté. Katia est prête à aller n'importe où on l'invite, elle a oublié de le dire, mais elle est invitée personnellement sur le Salon du Livre de Monaco, au mois d'avril, avec Guylaine Serla également.
Mais elle a accepté d'y aller à une seule condition, c'est qu'on lui offre une table, enfin qu'on lui permette d'organiser un débat table ronde sur la prévention de l'inceste. Et donc ça a été accepté, et non seulement c'est accepté, mais ils vont réorganiser une session spéciale à la fin de l'année ou au début 2021 sur le même thème à Monaco, et ce sera en présence du prince Albert, et elle a eu l'honneur d'interviewer le prince Régnier en 84. Je reviens un peu en arrière, on parlait de Dr Torjman. Quand on l'a vu, enfin quand elle l'a vu, c'était en 83, entre septembre et décembre 83. Et puis elle a quitté son cabinet, comme elle expliquait. Et c'est en 2002, en lisant Le Point, je vois que le sexologue, je sais plus quoi, le pape de la sexologie, Torjman, vient d'être arrêté, accusé de viol. Il y avait des plaintes, alors là il y avait une vingtaine de plaintes. Il a été en prison à Fresnes. Il devait être jugé aux assises, mais il est mort un mois avant. Donc c'est pour situer les dates. Nous c'était en 83, lui a été condamné en 2002. Un problème une question que j'aimerais soulever pour les psychiatres, les psychanalystes, etc., c'est ces problèmes d'amnésie. Je ne vais pas trop long. Quand on parle d'amnésie, on pense toujours à l'amnésie post-traumatique, la fameuse amnésie dont on se réveille 30 ans après le viol et puis tout revient. Ça n'a jamais été son cas, elle a toujours eu en mémoire, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle a pu l'écrire. C'était très précis. Par contre, elle a des amnésies, enfin ce qu'on appelle des amnésies protectrices. Si elle est très contrariée, elle va remonter à une journée très précise de son passé. Et quand je dis une journée, c'est pas une période, c'est une journée. L'autre jour, c'était il y a une semaine d'ailleurs, une grosse contrariété. Elle remontait à une journée de 2000, fin de décembre 2000, c'était 5 ou 6 jours avant la mort de son père. On attendait notre fille, on habitait à Majorque à l'époque. Elle est remontée à cette journée-là, peut-être le 27 ou le 28, et elle m'a raconté, enfin elle m'a pas raconté, elle racontait tout ce qui s'est passé cette journée-là dans le moindre détail. C'est-à-dire que dans le cerveau, je ne connais pas trop les cerveaux, mais ce qui est sûr, parce qu'elle le fait parfois pour d'autres dates, on a absolument tous les détails de ce qu'on a vécu quelque part, ou je ne sais pas. Mais ça y est, parce que sur 36... j'ai connu malheureusement un très grand nombre de ces amnésies protectrices, et à chaque fois elle remontait à une date très très précise, et elle racontait tout ce qui s'est passé ce jour-là. Et une autre fois, une amnésie, elle était partie dans Paris, à l'époque on habitait dans Paris, rue Marbeuf, et elle avait été finalement en pleine amnésie, elle s'était retrouvée à l'hôpital à La Pitié, aux urgences. Enfin, des gens l'avaient ramassée dans la rue, elle avait dû tomber, et elle était aux urgences. Et elle dit, on voulait l'interner en psychiatrie. Et elle dit aux gens, mais écoutez, ne m'internez pas en psychiatrie. Je sais que j'ai une robe sur moi. Il y a l'adresse du couturier. Et le couturier était rue Marbeuf, dans le même immeuble que nous. Elle dit, écoutez, ne m'internez pas. Je sais que j'habite à l'adresse qui est marquée sur ma robe. Elle était incapable de dire que c'était la rue Marbeuf, mais elle savait que c'était... Bon. Et effectivement, ils ont retrouvé le couturier. Enfin, on m'a retrouvé, je suis allé à l'hôpital, je l'ai récupéré. Mais donc, il y a des choses vraiment dans la mémoire. Et on a souvent dit qu'on aimerait pouvoir en parler avec les spécialistes du cerveau, de la mémoire, parce que moi, j'ai la conviction maintenant que tout ce que nous avons vécu, on sait bien qu'on a des souvenirs qui s'estompent petit à petit, mais elle, quand elle remonte à une date donnée, elle a tous les souvenirs précis de ce jour-là. Je ne parle pas de la période, du jour. C'est comme si nous on parle de zones dissociées, c'est comme si dans le cerveau il y avait des petites boîtes avec tous les souvenirs et il faut que quelque chose appuie sur le bouton du magnétoscope précis, ouvre la clé et hop, on vide toute la boîte. Alors, par exemple, dans l'EMDR, qui est une technique archi connue, eh bien, on fait comme ça, les associations permettent de vider une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes. Ça va vous paraître peut-être incroyable, et pourtant c'est vrai. À 2 reprises dans ma vie, j'ai pris la décision de me faire interner. Alors je l'ai fait à 2 reprises, pourquoi? Parce que je m'étais mise dans la tête que j'étais nocive pour mon entourage. Vous voyez, quand on ne va pas bien, jusqu'où ça peut aller. C'est pour vous dire, il y a des bons internements et des mauvais. Bon. Moi, j'ai eu un très bon internement où j'avais eu un problème avec l'arrêt d'un somnifère, le Noctran, que vous pouvez peut-être connaître. Et là, j'ai failli devenir folle parce que je ne dormais plus du tout et mon corps s'est mis entièrement en souffrance. Donc à partir de ce moment-là,
il a fallu que je prenne la décision d'être internée. Mais là, par contre, ça a été fantastique. J'ai eu un psychiatre remarquable qui m'a tout de suite dit, attendez, du calme, vous avez un problème de sevrage, on va le régler, mais vous n'êtes pas folle. Parce que je commençais à me le demander, franchement. Hein. Alors ça, vous voyez, je vous le dis à tous ceux qui êtes là, si vous avez des enfants, ou vous-même, si vous êtes en souffrance, il ne faut pas hésiter à aller avec l'appui de votre médecin, hein, qui vous conseillera, mais de vous faire soigner. C'est pas honteux du tout, hein, et c'est pas contagieux, je le redis. Par contre, j'ai été internée dans Paris, dans une clinique très célèbre, très riche, où à cette époque-là, ma mutuelle était acceptée, donc ben voilà. En plus, ce qui est très curieux, j'en parle dans mon livre, vous verrez, le psychiatre s'appelait Jésus, donc c'est extraordinaire. En plus, ça je dis aux femmes, qu'est-ce qu'il était beau. Bon, donc ça a dû faire aussi le fait que, bah oui, non mais c'est vrai, mon mari le reconnaît, magnifique. Oui, mais alors, attendez. Il y avait un téléphone portable à l'époque où il n'y en avait pas. Oui, non, mais il était bien, il était très bien. Directement relié à Dieu, oui. Seulement le problème, vous voyez, c'est que d'abord, à l'entrée, on a commencé à me prendre tout ce qui m'appartenait. J'ai trouvé ça bizarre parce que même pas garder une alliance, vous voyez, ça paraît comme étrange. On me prend tout. Après, on me fait signer un papier comme quoi mon mari était interdit de visite pendant 1 mois, je crois, c'était ce jour-là. Hein. Bon, j'arrive dans une chambre. Oh, la chambre, alors je vous assure, grand luxe. Hein, la salle de bain, je la revois encore en marbre rose avec baignoire, etc. Tout le grand luxe. Bon, et puis mon mari s'en va, et je peux même vous dire que c'est une date bien connue par mon mari parce qu'il y avait des troubles de la circulation. Moi, c'était les grèves de 95. Voilà, c'était les grèves de 95. Et pile à cette période, une horreur. Bon, le lendemain, je vois arriver une infirmière. Et cette infirmière me dit, bon, alors, d'abord, on va vous faire un nettoyage complet. Alors, je ne comprends pas, sur le coup, quel nettoyage on allait me faire. On va donc vous mettre 2 perfs de chaque côté et on va vous faire des transfusions de chaque côté. Je vous jure, c'est vrai, en l'espace d'une demi-journée, j'étais incapable de faire plus d'un quart de tour sur moi. On me droguait. Hein, ni plus ni moins, j'étais en état de drogue, mais total. Le lendemain, rebelote, les mêmes transfusions, et ça va pas. Et je me sens pas bien. Et voilà, je commence à avoir peur. Je vous cache pas, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire? Et cette nuit-là, la personne qui assurait le gardiennage, on va dire, hein, des chambres, vient me voir. Je ne connaissais pas du tout. Et puis, vous savez, pour m'abattre, il doit en falloir beaucoup quand même, hein, parce que cet homme-là, avec qui j'ai une sympathie immédiate, on commence à discuter, puis d'un seul coup il me dit, mais attendez, mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, attendez, moi je suis venue parce que j'ai des problèmes, je lui explique un peu. Il me dit, mais vous savez qui sont les gens là, qui sont en cette clinique? Ce sont des gens, ce sont des fils de famille, enfin des gens qu'on garde pour de l'argent, et c'est tout, et que l'on drogue. Et je me suis dit, je ne m'étais donc pas trompée, ils sont en train de me droguer. Le fait est, le lendemain, je vois de nouveau arriver le fameux psychiatre extraordinaire, là, mon Jésus, hein. Et je lui dis, mais attendez, ça fait quand même 3 jours que je suis là. Vous m'aviez promis que l'on allait parler, que l'on a... Voilà. Oh oui, nous allons parler. Je lui dis, mais vous avez le temps là maintenant? On peut parler maintenant? Ah ben non, là c'est que maintenant j'ai pas le temps. Vous comprenez? Il y a tellement de chambres, puis des cas plus graves que vous. Je me fiche de moi, quoi, là. Je suis droguée, là, je peux plus... Bon. Et puis, il est pas bête, parce qu'il me dit, mais attendez, vous êtes journaliste, donc vous aimez écrire. Moi, bêtement, je lui dis, ah bah oui, j'adore ça. Eh bien, attendez, je vais vous donner un stylo, des papiers, et vous allez me raconter votre histoire par écrit. C'est bien comme traitement, ça. Alors, j'écrivais quelques mots, voilà, j'en étais pas au livre. Donc, j'écrivais quelques mots, et puis j'attendais la visite avec impatience. Et si vous voulez, il s'est passé plusieurs jours comme cela. Alors là, j'ai une mémoire moins bonne que mon mari. Lui, pense que c'est une dizaine de jours, hein, à peu près. Alors, une dizaine de jours, enfin, voilà, peut-être 15 jours. Je serais incapable de vous dire exactement. Et là, je commence à me rebeller. Et je suis dans une colère, je ne vous dis même pas. Et je dis, je veux un téléphone parce que je veux parler avec mon mari. On m'a dit, non, 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 vous avez signé un papier comme quoi? Je m'en fous réellement. Vous me donnez un téléphone, j'ai fait des études de droit, je sais un peu de quoi je parle, donc vous me donnez, sinon moi je vous assigne en justice, ça va aller très vite. On m'amène un téléphone, mon mari, j'arrive à l'avoir, et il vient le soir même. Il ne m'avait jamais vu comme ça. Là, je lui ai fait peur. Il a eu peur pour moi. Je ne pouvais plus
tourner sur moi-même, vous voyez. Même ce geste-là, je ne pouvais pas le faire. Ils étaient en train de me droguer à mort. Et là, le seul, alors je peux vous dire, ça a duré 3 semaines parce qu'on a fait arrêter le traitement. Mais le temps de me désintoxiquer, il a fallu 3 semaines parce qu'il m'avait drogué à mort. Et mon seul plaisir, c'est pour ça que je parlais de la salle de bain, c'était que mon mari me porte pour me mettre dans la baignoire et que je me retrouve avec un semblant de confort. C'est pour vous dire, attention, si vous êtes soigné, on ne doit pas vous droguer. Peut-être au début, doit-on calmer certaines souffrances, parce que moi, quand on m'a désintoxiqué de mon médicament, là, il n'y avait pas le choix. Mais après, on vous le réduit petit à petit et on vous donne une vie sociale. On ne vous enferme pas à double tour dans une chambre. Sauf si vous êtes dangereux. Ah, mais ça, bon, je ne pense pas que ça soit le cas. Et moi, je n'avais pas de couteau, hein, parce qu'on m'avait tout pris à l'entrée. Donc, je ne risquais pas. Mais c'est pour vous dire à quel point ça peut être dangereux. Vous voyez? Donc, moi, je suis pour les soins. Oui, vous êtes malade ou un de vos proches souffre. Il faut qu'il aille dans une clinique si besoin est et si c'est conseillé par son psy qui le suit déjà. Mais on n'y va pas comme ça en se disant « Oh ben là, ça a l'air bien ». Parce que c'est exactement ce que j'ai fait. « Oh, qu'est-ce qu'il est beau, Jésus !» J'ai failli le payer très cher, Jésus. Hein, je vous assure, là, pour le coup, c'est plus que le clergé. Hein. Donc voilà, c'est pour vous expliquer, voilà, tout ce qui peut vous arriver. Parce qu'il en arrive beaucoup, en fait, hein, sur un parcours. Est-ce que quelqu'un a une question? C'était simplement, je voulais dire, quand vous parliez de l'espace, enfin du temps, ce que vous avez vécu, c'est une fraction du temps généalogique. Donc le système de l'hypermnésie, en fait, que vous avez de ce qui est antérieur, ça décale tout, quoi. Ça fait que le temps, vous ne le voyez plus comme les autres, en fait. Et l'espace non plus, parce qu'il y a eu effraction dans votre espace. C'est ce que je constate chez beaucoup de victimes, ou bien d'inceste, ou bien de choses précoces, ou aussi héritées quand il y a eu des familles très perturbées. Et à ce moment-là, ça peut... Enfin, c'est l'épigénétique, ça s'hérite aussi. Sur le temps, là, j'ai pu l'aider. Le temps généalogique, c'est-à-dire que le grand-père qui viole sa petite fille, le temps, il est comprimé, vous comprenez bien. C'est pas normal, normalement c'est la même génération, c'est une trentaine d'années. Chaque génération, on dit les couples c'est une dizaine d'années en plus ou en moins, enfin la différence. Et c'est ça le grave dans l'inceste, c'est le rapport au temps et donc automatiquement à l'espace, vu que l'espace et le temps sont liés par le mouvement qui est évidemment bouleversé. Et ça se constate toujours. Là, sur le temps, j'ai vraiment pu l'aider pour la recaler dans le temps, oui. Parce que j'étais directeur du laboratoire national de l'heure de l'observatoire. Oui, ah bah oui. Donc, tout ce qui est temps à la milliardième de seconde, le comprimé, le dilaté, la relativité générale, je plaisante, mais d'avoir un scientifique littéraire, ça peut être intéressant. Alors, moi, je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Je plaide pas beaucoup. Non, je pense que... alors, je suis pas mal à l'aise avec mes frères et sœurs d'être là ce soir, même s'ils sont pas au courant. Mais je leur dirai. Non, c'était une famille un peu compliquée. Enfin, on a une famille un peu compliquée, où chacun... on a tous un point commun, à un instant T, c'est à la majorité, on est tous partis. Donc, très vite. Hein. Enfin, celui qui est resté longtemps, c'était jusqu'à 19 ans, quoi. Le plus tôt, c'était le jour des 18 ans. Donc, on est tous partis. Donc, c'était le point commun. Le point commun, c'est qu'on partait tous les uns après les autres, mais on se retrouvait en dehors du foyer. Donc, du coup, c'était peut-être plus dur pour le premier qui est parti, parce qu'il n'avait personne à retrouver. Le dernier, lui, il avait, je dirais, les frères et sœurs qui étaient déjà installés, etc. Donc de ce point de vue-là, en fait, on était soudés. Après, les parcours des uns et des autres n'ont pas du tout été semblables. Et je pense qu'il y a plein de raisons pour ça. En fait, le parcours de vie, le parcours professionnel, et puis peut-être aussi, déjà, je dirais, la psychologie de chaque enfant devenu adulte. Enfin, on réagit pas tous. Il y a autant de scénarios possibles qu'il y a d'enfants et de situations. Donc c'est vrai qu'on a eu des parcours très différents les uns des autres. Et peut-être que je suis, sur les enfants, je suis peut-être celui qui... bon, on est quand même resté quelques années sans se parler quand même. Ça a duré un petit moment après mon départ.
Mais à un moment donné, j'ai fondé ma famille, et puis j'ai eu mes enfants, et puis, et surtout, je crois que j'ai relativisé, pour revenir sur la souffrance que peuvent avoir les enfants face à des parents qui sont eux-mêmes dans la souffrance, ou dans des dépendances à la drogue, à l'alcool, ou des problèmes effectivement de violence sexuelle. Je pense que le point commun de nous tous, des frères et sœurs, c'est que quand on était à la maison et qu'on assistait à ça, on ne se posait pas vraiment de questions. En tout cas, on ne cherchait pas à comprendre, ça c'est certain. Je pense parce qu'on n'avait pas la maturité, pour ça on était trop jeunes. On ne cherchait pas à comprendre donc la souffrance. On la prenait en pleine face et on était très remonté contre ça en fait. Ça n'allait pas plus loin que ça, notre raisonnement. C'est-à-dire qu'on se disait c'est juste insupportable. Les tentatives de suicide, les amnésies, etc. etc. Donc c'était pas volontaire de notre part, mais disons que c'est ce qui expliquait qu'on encaissait. En tout cas, on le vivait comme ça. Je pense que c'était pas nous qui encaissions en plus en fait, mais nous on le vivait comme ça. Et c'est pour ça que le mouvement d'attendre avec impatience les 18 ans pour partir, c'était un peu ce qui nous faisait tenir en fait. On disait à 18 ans, on sort de là, c'est toxique, etc. Donc je pense qu'on était tous dans cet état d'esprit-là, et en plus on l'entretenait entre nous aussi forcément, cet état d'esprit-là. Il n'y en avait pas un qui sortait du lot pour dire non mais il faut comprendre. Donc, on disait c'est insupportable, vivement qu'on se barre. Après la vie a fait que, en ce qui me concerne, à partir du moment où j'ai rencontré mon épouse, etc., j'ai eu mes enfants, et puis j'étais assez posé, j'avais mon métier, etc. Donc les choses allaient mieux, on va dire, peut-être 10-15 ans après mon départ, à peu près, vers les 30-35 ans, on va dire. J'ai pu réfléchir un peu à tout ça, et puis me rendre compte que j'avais... déjà, je faisais beaucoup de reproches à mes parents sur pas mal de choses, ça je pense que j'étais pas le seul. J'ai relativisé un peu ça, c'est-à-dire en étant moi-même papa, etc. Je me suis dit, bon, à l'époque, je leur reprochais telle chose, j'avais peut-être un ado un peu dur, vu que maintenant, ben voilà, moi aussi, c'est pas facile d'avoir des enfants, et moi j'en avais que 2, on était 4, donc j'en ai que 2. Donc déjà, on apprend quand même un peu l'humilité dans la relation parent-enfant. Donc quand on le veut ou non, on apprend l'humilité. Je suis avocat de sportif, etc., et on est en plein dedans, c'est-à-dire que les abus, certains de mes clients des fois sont accusés d'attouchement, etc. Donc bon, maintenant ça sort, mais moi ça fait 15 ans que je suis dans le sport, et voilà, donc je suis pas surpris, etc. Donc en fait malheureusement c'est partout. Et donc voilà, avec les années j'ai eu la dent un peu moins dure, et puis voilà. Et mes frères et sœurs peut-être, je dirais, alors sur ma petite sœur, donc ma demi-sœur, voilà, qui est psy. Bon, la question de la génétique, je suis pas concerné parce qu'on n'a pas de gènes communs, donc je peux pas dire que c'est peut-être ça qui fait que c'est plus facile pour moi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis apaisé par rapport à ça, et ça me fait beaucoup de bien en fait aujourd'hui que mes parents voient mes enfants, etc. C'est quelque chose d'important pour moi. J'ai pas oublié plein de choses qui se sont passées, mais je suis vraiment beaucoup plus apaisé. J'espère que mes frères et sœurs, à un moment ou à un autre, aussi arriveront à cet état d'esprit-là. Je leur souhaite vraiment. Et j'espère que ce ne sera pas trop tard, parce que mes parents ne rajeunissent pas. Donc moi, j'ai pu avoir cette prise de conscience déjà il y a à peu près 10 ans, donc il était encore temps, et les années passent. Donc voilà, je ne les juge pas en mal, etc. Mais voilà, je leur souhaite juste d'arriver à passer à autre chose. Voilà. Un enfant face à une mère qui a des problèmes comme j'ai pu en avoir, vous voyez, d'amnésie, comme il a dit, de tentative de suicide, il y en a eu. Mais ça doit être terriblement difficile pour les enfants de faire face à ça. Maintenant, évidemment, après, la question que je continue à me poser, mais est-ce que je vais donc être une victime toute ma vie ou une coupable toute ma vie? Parce qu'il y a quand même ça. C'est qu'il ne se rend pas compte, mais ça se mélange. Chez moi, victime, ça ne me plaît pas. Mais si je ne suis pas victime, c'est que je suis coupable. Et si je leur ai fait du mal, je suis coupable. Et la victime, à ce moment-là, mélange tout. Et on se culpabilise. Et c'est ce que je fais alors allègrement. Je peux vous dire, je suis très douée dans le domaine. Pour me dire, c'est de ma faute. Et je maintiens quelque part que c'est de ma faute. Oui, c'est de ma faute parce que... Alors je vais vous dire une chose qui va certainement vous laisser muet. Pourquoi est-ce que j'ai eu des enfants? J'aurais pas dû, puisque je leur ai fait du mal. Voilà ce qui me hante. Voilà un de mes cauchemars quotidiens. Ça en fait partie. J'aurais pas dû. Voilà. Et mon mari, tous les jours, me dit,
tu es quelqu'un de fantastique. Alors allez comprendre, il doit être fou, quelque part. Celui qui voit pas clair, c'est pas possible. Mais voilà, moi je me dis ça, et je pense que vous me comprenez. C'est moche de voir sa famille désunie. Il n'y a rien de pire, quoi. J'ai 2 petits-enfants que je ne connaîtrai jamais, que je ne verrai jamais, parce que moi j'y crois plus. C'est impossible, ça. Et il y en a un, j'ai un autre petit-fils, mais qui habite au fin fond de l'Argentine, vous voyez. Et mon fils, malheureusement, enfin, ce fils-là, hein, pas celui qui est là, mon autre fils, malheureusement, est quelqu'un d'instable. Donc je sais très bien que je ne le reverrai pas. Vous savez, c'est terrible, hein, quand on essaye de s'endormir le soir, en se disant, mais finalement, ce que tu as construit, ce que tu as créé, bah, c'est une famille qui ne marche pas. Et ça, c'était vraiment le chemin que j'aurais voulu avoir. J'aurais voulu avoir ça aujourd'hui. Mais ça, je l'aurai jamais. Voilà, donc je fais autre chose. Mais vous avez construit un couple qui marche. Ah oui, oui, mais ça oui. C'est déjà pas mal. 40 ans, c'est long sur la fin. Ouais. Et une association qui va marcher. Et une association. Mais c'est pour ça que je vous dis, voilà, pourquoi aussi je me suis lancée là-dedans, parce que je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas rester sur ce mal-être-là en me disant, mais finalement, rien n'a jamais marché. En gros, tu vaux rien, quoi. Parce que tu n'as même pas été fichu de faire un foyer construit avec des enfants épanouis. C'est de ta faute. Donc si je continue à fonctionner comme ça, je ne sers à personne. Donc je me suis fait violence. Et je me suis dit, bah oui, Viole Enfance, c'est pour moi. On va construire Viole Enfance et on va se battre pour que des enfants ne souffrent pas ce dont je souffre et qu'ils ne fassent pas souffrir leur famille après. Voilà, c'est mon but. Merci. Thank you.